Top 10 all time. C'est lundi. Yes sir. This is Monday. Oui monsieur. Voilà. Vous le savez. Le samedi a été long, dur, chiant à mourir. Le dimanche, on n'en parle même pas. Et ça y est, ça va mieux. On est enfin lundi. Nous sommes le meilleur jour de la semaine, tout à fait. On s'installe en vous faisant la bise. Attention. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce thème de fou furieux? Vous voulez créer la guerre dans la commune? Update. Une petite mise à jour, ça fait pas de mal. 5 ans plus tard, on va en reparler. 6 ans plus tard, on va en reparler. On s'installe tranquillou, c'est donc lundi et donc Top 10 All Time. Sur cette saison NBA 2021-22, vous le savez, tous les lundis, on est ensemble pour faire des thèmes soit nouveaux, soit déjà faits. Et donc, on va les revisiter. Alex, on doit tout de suite le mentionner, tu le disais là, on a déjà fait un Top 10 des éléphants All Time. Ouais, on l'a fait le 13 février 2016. Oh putain. Donc c'est vraiment, quand je te dis 6 ans, c'est vraiment ça, qu'on est à 6 ans, pas jour pour jour, mais presque. Il était sophomore l'autre fou là? Non, je rigole. Voilà, donc il y a des gens qui pourraient éventuellement rentrer dans la discussion aujourd'hui, qui ne l'étaient pas du tout à l'époque. Oui. Entre-temps, comme on l'a vu sur certaines updates, il y a eu un top 100 aussi qui est passé, où il y a eu des réflexions sur comment on classe les gens d'un point de vue historique, comment on compare les époques et tout. Donc ça peut éventuellement faire basculer certains classements dans nos top 10 par rapport à 2016. Puis il y a que, vous savez qui c'est qui change jamais d'avis, hein. Nous ne faisons pas partie de cette catégorie. Absolument pas, c'est sûr et certain. On aime d'ailleurs souvent changer d'avis. Le menu, lui, change pas. Même si c'est un thème qui va être revisité. Comme d'hab, vous savez, on va susurrer, puis ensuite on va se poser une grosse question parce que ça mange, ça graille fort. On va expliquer le thème, bien évidemment, puis on va faire les mentions honorables et le top 10 all time. J'ai même pas envie de perdre de temps. Parce que là, on a trop de trucs à devoir discuter. Vous le savez, sur cette saison NBA 2021-22, Trash Talk, qu'est-ce qui se passe avec les top 10 all time? Eh bien, ils sont brought to you by Tarmac. Brought to you ou presented by, c'est au choix. Brought to you by Tarmac. Ça dépend, voilà, exactement. Tarmac, qui est donc la marque basket de Decathlon. Tout à fait. Decathlon et Tarmac sont en partenariat avec la NBA, cette fameuse ligue ça me dit quelque chose. Qui nous prend autant de temps. Et dans ce cadre, ils nous font des chaussures, des 3/4, des t-shirts aussi, je crois, des choses, pas mal de choses, des sacs à dos, des hoodies, il y a pas mal de choses qu'ils nous font avec les logos à l'effigie de certaines franchises NBA. Les Nets, les Bucks, les Warriors. En ce moment, il y a des collections spéciales sur les Mavs. Je crois que les Bulls, si je dis pas de bêtises, sont représentés également. Il y a des franchises les Knicks sont représentés. Il y a des franchises qui pourraient être mentionnées. Les Lakers, évidemment. Ouais, bien sûr. Si ça se trouve. Bien sûr. Et ça pourrait même qu'on se parle peut-être éventuellement des Rockets, qui ont des produits à leur effigie dans la collection Tarmac. Classe, non? Joli effort, voilà. Hakim. C'est chez Decathlon, en magasin ou en ligne. Il y a pas mal de trucs. Tout à fait. La bonne petite cam. Exactement. Vous pouvez même aller dans le lien dans la descro de cette vidéo si vous voulez y aller, si vous voulez soutenir aussi Trash Talk, bien évidemment. Vous n'hésitez pas. Les modèles Hawks et Sons, évidemment. Bon, ça. Tout à fait. Le modèle Trash Talk. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va pouvoir enchaîner, puisqu'après avoir susurré, on va devoir présenter le thème. Nous sommes sur le top 10 des ailiers forts all-time. Putain, c'est quoi les critères? Comment ça se passe, etc. Nous sommes sur le poste 4. Il y a 5 postes pour celles et ceux qui découvrent cette chaîne. Nous parlons de basketball. L'objectif est de mettre plus de points que l'adversaire. Le ballon, le truc en l'air, tout à fait. Le poste d'ailier fort. Nous avons déjà fait des updates sur certains postes, meneurs notamment et ailiers. Peut-être qu'on s'occupera des arrières et des pivots par la suite. Arrière, franchement, il n'y a pas de mouvement. Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'histoire est intéressante sur notre poste d'ailier fort parce que on est sur un poste du basket, Alex, qui a beaucoup évolué. Les ailiers forts d'aujourd'hui ne sont pas les ailiers forts des années 2000, encore moins ceux des années 90. Et alors les années 60, c'était évidemment tout autre chose. Non, c'est clair, c'est un poste qui a pas mal bougé parce que, comme son nom l'indique, dedans il y a ailier. Donc il y a ailier, on pourrait dire, joueur un peu extérieur. Il y a fort. Dans la NBA actuelle, l'ailier fort est de plus en plus un joueur extérieur. Qui fait du boulot un peu à l'intérieur, mais qui doit savoir faire beaucoup de choses dans le périmètre extérieur. C'était pas du tout le cas, ou très peu le cas, dans les années 90 et les années 2000.
C'était un peu plus le cas limite dans les années 70. Bien sûr. Dans les années 70, on a quelques ailiers forts, ils savaient faire du boulot sous les cercles, mais aussi dans le périmètre. Dans les années 80 aussi. Donc on avait des mecs qui auraient pu jouer 3, qui jouaient 4 et tout. Tu vois, on a eu je pense à Larry Bird par exemple, qui a fait un peu les deux, à James Worthy, qu'on classe plutôt dans les postes 3. Tout à fait, mais qui s'il jouait aujourd'hui, ce serait clairement des postes 4. Ouais, tu vois. Non, bien donc sûr. C'est ça un peu l'évolution du poste, ouais. Tout à fait, il y a eu un petit peu de tout. Souvenez-vous que avant qu'on arrive à cette ère dégagée pour les arrières, les ailiers, les meneurs, on était sur une NBA qui était dominée par le secteur intérieur, et donc c'était pivot, et puis il y avait des types qui étaient quand même un peu plus rapides, un peu plus techniques, qui osaient un petit peu casser la rythmique et les habitudes. On a pu avoir quelques noms dont on reparlera par la suite, mais des créateurs, des gens qui ont dit tiens, on peut être grand et à la fois mobile et ne pas rester sur ce répertoire qui était celui de prendre le rebond, donner la balle au meneur et attendre qu'il y ait la connexion meneur-pivot. Tout ça a évolué. La période dorée des ailiers forts, on dit souvent que les années 90 sont réservées aux pivots, qu'on a eu des belles batailles par le passé aussi chez les intérieurs. Dans les années 2000, on a vraiment une classe d'ailier fort qui est absolument hors norme. Il y a du lourd. Des garçons dont on va reparler par la suite, mais si vous voulez vous renseigner sur les ailiers forts, la classe, le caviar, c'est vraiment entre 97 et 2013. Ouais. Ouais, ça joue en noir et blanc. Ça joue en noir et blanc, voilà, merci, à lundi prochain. Merci. Non mais c'est vrai que c'est une ère quand même où il y a eu pas mal de garçons, soit d'ailleurs qui étaient ailiers et qui ensuite sont devenus ailiers forts, soit des pivots qui se sont reculés après. Et puis on a des gens, Alex, qui dans les critères aussi qui changent le jeu. On a des ailiers forts qui ont modifié la façon dont on fait le basket. Plusieurs. C'est un poste qui, de par sa fonction entre ailier et intérieur, est très changeant. Peut se développer aussi pas mal autour du physique du joueur qu'on y positionne. Des ailiers forts petits, il y en a dans l'histoire de la Ligue, qui ont pourtant eu beaucoup de succès. Des ailiers forts avec des physiques un peu bizarres, il y en a aussi. Ça les a pas empêchés non plus d'avoir du succès. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire le profil type d'un physique d'ailier fort, si tu fais du basket un peu poste à poste et tout, un ailier fort, c'est quoi ? 2m06-8, 105 kills, 110 pourquoi pas quand il est bien athlétique. Défense et attaque. Shoot à 3 points. Idéalement aujourd'hui shoot à 3 points. À l'époque dans les années 2000 plutôt périmètre et poste. Années 90, tu vois, coup de poing américain. Donc voilà, mais c'est plus ça, tu vois. Alors que là on va voir que dans notre classement il y a des physiques. Moi en tout cas, j'ai des physiques plus variés. Bien sûr. Pas forcément que des stéréotypes de physique d'ailier fort. On a des frigos, on a des grands longs, on a de tout. C'est ça, hein. on a même des mecs qui n'ont pas de détente. Tout à fait. Non, il y a absolument tout, hein, bien sûr. Il y a des petits et des grands. Et tout l'intérêt de cette update là en 2022, je rappelle, c'est une update en 2022. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait là maintenant, cette update ? On l'a fait maintenant, puisque nous avons voire 2 clients. Oh, voire 3 ! Voire 3 clients, tout à fait, je suis d'accord. Voire 3 clients. Voire même dans ce cas-là, on peut y aller. On peut aller voire 10 clients, ouais. Moi, j'ai surtout 2 gros clients potentiels qui pourraient, au conditionnel, venir quand même chambouler la hiérarchie en place. Hein, quand même, on va pas se mentir. C'est tout l'intérêt, c'est qu'on va savoir qui, celui dont on ne prononce pas le nom, va être classé où, dont on ne prononce pas le classement. C'est là qu'on va pouvoir se marrer, bien évidemment. Voilà. Vous pouvez vous renseigner sur les ailiers forts, il y a de tout. On est un peu moins, Alex, sur une ère où les ailiers forts sont maintenant la pièce centrale d'une équipe qu'on construit. C'est rare maintenant, là. C'est devenu un peu rare. Et puis d'ailleurs, le poste d'ailier fort est devenu de plus en plus bizarre à définir parce que. Tout à fait. Genre Kevin Durant, il n'est pas ailier fort. Non, on l'a mis dans les LeBron James non plus. Non, mais ils jouent ailier fort. Non, mais ils peuvent. Tout à fait. Mais on les classe pas dedans quand on fait des classements all-time. T'es d'accord ? Tout à fait. Maintenant, on est devenu sur des forwards. On a dit qu'on était plus sur des ball handlers et des gros steaks. Non mais c'est vrai ce que je dis. Bien sûr. On a fait l'update des ailiers, il y avait Kevin Durant dedans, il y avait LeBron James dedans. Voilà, ils ne sont pas dans l'update des ailiers forts parce que sinon, attends mais faut préciser parce que mais bien dans l'absolu, Kevin Durant au poste 4. Bien sûr. Et puis il y a des garçons, tout à fait. Et puis il y a des garçons dont on va pouvoir discuter là, qui parfois ont été 4, parfois ont été 5. Ouais. Oui. Tiens, comment ça se passe. Puis il y en a qui ont commencé en 3 et ont été en 4. Donc les 4 qui ont été 5, si on considère que leur poste de prédilection est en 4, ils peuvent être éligibles dans ce classement en gros. Tout à fait. Et pour terminer sur ces histoires de critères, bien évidemment, comme l'a dit Alex, nous avons fait un top 100 all-time, donc on va voir si ça respecte ce qu'on a pu dire il y a un demi, ou est-ce qu'on a totalement retourné notre veste et changé de chemise, ça aussi c'est possible. On va faire des updates, et
On n'oublie pas que nous sommes sur une année particulière puisque ce sont les 75 ans de la NBA. Donc il y a des garçons, soit ils y sont pas. Et on aura l'occasion d'en rediscuter. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de notre classement de l'époque ou non? On est d'abord sur tout ça. Ouais, vas-y. Léonce, voici le classement en février 2016 sur Trash Talk, la chaîne la plus objective de l'histoire de Bien sûr, bien l'humanité. évidemment. Où avec Alex on s'était charcuté. J'étais va, hein. un berbe, Alex était égérie de Schwarzkopf. C'était une drôle d'époque. Tim Duncan tous les deux en 1, Malone, Karl tous les deux en 2. T'avais Dirk en 3, moi je l'avais en 4, t'avais Barkley en 4, moi je l'avais en 3. Plus gros désaccord autour de Dennis Rodman, le pool là, Dennis Rodman, Elvin Hayes, Bob Petit, Kevin Garnett. On avait tous les deux pas au Gasol en 9. Puis après on s'est fait des petits plaisirs, t'avais mis Michael en 10, moi j'avais mis Sean Kemp. C'est ça. Petit plaisir. Des petits plaisirs, des petits plaisirs de la vie, hein. Des petites choses, des sucreries. Sean Kemp bien sûr pour ses années Cleveland. Hein. Tout à fait. Et Rodman pour ses années Dallas. Voilà, c'est ça. Et les Lakers. Ou les Lakers. Non, bien évidemment, n'hésitez pas à aller le checker si vous voulez rire, hein, notamment parce qu'à l'époque on faisait ça en 12 minutes, on s'en battait les Un couilles. quart d'heure. Ouais. On est d'accord, je suis pas d'accord. Allez, au revoir. Ouais, rien, pas de tablette, rien, pas de. Tu as mis qui? D'accord. Léonce, il se faisait même pas chier à faire un tableau récap. Non. C'était la belle vie. Hein. Par contre, non. Par contre, putain, il y avait 8 angles de caméra, donc celles et ceux qui ont connu ça. Il y a ouais. des zooms. Ouais. Il y a du montage. Tu peux zoomer sur ma tête, ouais. Ne bouge pas, Bastien, arrête. C'était insupportable, mais bon, c'était comme ça à l'époque. Ce qui est sûr et certain, c'est que maintenant qu'on a mis tous les thèmes, on va pouvoir se poser une grosse question. Ouais. Nous sommes lundi et c'est l'heure de manger, donc qu'est-ce qu'on mange? Bah moi, en ce lundi là, j'aurais bien envie de me laisser tenter par un petit gratin de chou-fleur. Gratin de chou-fleur. Donc tu fais gratiner tes choux-fleurs au four avec, pour ceux qui aiment, moi j'en mets très peu, un tout petit peu de une sorte de petite béchamel quoi, tu vois sur les Ah, choux-fleurs, j'allais poser la pour question. que ça gratine un peu, que ça soit rigolo. Béchamel sur les. Ouais. Ouais, Il y c'est a pas team mauvais. sans et team avec. Hein. Et en général, je prends une petite tranche de jambon que je coupe en petits dés là, puis je répartis ça un petit peu dans mon plat. Dans ton plat ou dans le gratin? Dans le plat, et après ça gratine avec le jambon, avec la béchamel et les choux-fleurs. Ça, Voilà. c'est C'est sain, Alors, c'est oui, équilibré, ça se fuck. mange sans faim. Je suis bien d'accord. Les 11, qu'est-ce qu'on mange? C'est pas bien parce que c'est pas de saison, mais je crois que je me fais une petite salade de riz. Ah bah non, Une salade de? De riz. Ah, j'en ai très envie. une salade de riz. Je fais des Pourquoi c'est pas de salades saison? riz. Ah bah. Qu'est-ce que tu mets dedans? Bah, je mets des tomates, je mets Bah des. oui. Oh, regarde comme ça, je mets des C'est une tomates. salade d'été quoi. Oui, d'accord. Elle est bonne ta salade? Mais des vas-y, fais voir. olives. Non, et puis, attends, ouais, voilà. De l'avocat, on y Ouais, va. voilà, tranquille. Avant, Petite salade d'été quoi. Ouais, voilà, bien sûr. De la Voilà, quoi. courgette, Bah, tout. Franchement, on est au mois d'août, Mais- voilà. Pas de problème. Hein. On comprend plus rien. Elle est bien ta salade, ouais, tu t'en faisais la promo, vas-y. Ah ouais, elle est bien, je te la ferai si tu veux. Ouais. Tout est dans les Il y a du thon? elle est bien. Hein? Ouais, il y a du thon, bien sûr. Et du citron. Non, je fais pas de. Non, je fais un assaisonnement simple. Huile d'olive vinaigre. Hein. Ouais, petite vinaigrette Huile, maison thon, quoi. Oignons, tomates, poivrons, maïs. Un petit plat d'hiver quoi. Classique, c'est bon pour la santé. D'ailleurs, juste question pour celles et ceux qui sont en train d'écouter. Team vinaigrette, c'est comment? C'est bien intense ou on est plutôt en Moi lèche? c'est moutardé. Tim Ouais, moi, Vinaigrette. c'est moutardé aussi. Ah, moi c'est épais. Moi c'est épais, Ah, c'est toi, il comme, faut que ce soit light. comme mamie. Ah ouais, Ah, ouais, comme grave. mamie, Ouais, épais. ouais. Si je me tâche, je me tâche à vie. Elle tient Ouais. debout. quoi. Si je me tâche à vie. On est d'accord. L'huile, c'est pour la couleur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Il y a de la moutarde et puis après on regarde. Oh, et ben, tu sais quoi, Léonce, tu m'as teasé. Et ben, du coup, je vais même pas donner de plat, je vais manger la salade de Léonce. Tiens, allez, hop. Je t'invite. Ouais, chouette. Dites-nous non, ce que vous mangez ce lundi. Super. Évidemment, on va bouffer du Hélieffort. Donc, il y en a qui vont manger évidemment du grec. Il y en a qui vont manger d'autres choses. On va voir ce que ça donne. Ça va manger aussi peut-être de la bratwurst. Hein. On va pouvoir en discuter. Du petit currywurst, toi. Tout à fait. On va pouvoir enchaîner. Et donner donc une tablette, si je l'avais dit. On a fait le tour. Hein. On a fait les thèmes. on va machin. expliquer les critères vite fait et puis voilà quoi. Ceci est une tablette avec un stylo, ce qu'on appelle un effaceur. Maîtrisé, propre. C'est simple. Nous sommes sur le top 10 des meilleurs Héliefort de tous les temps. Et donc, avant de faire 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, on balance les mentions honorables. Attention. Tartampion. Ouais. Oh, je suis assez serein. Rachid Wallace. Et merde. Le Shid n'est pas dans le top 10 des meilleurs Héliefort de tous les temps et c'est une mention. Ouais. Je suis d'accord, le Shid il a quand même sa mention extraordinaire joueur. Putain, tu sais que si Shid il avait été sérieux et qu'il avait pas la haine contre les arbitres, il aurait pu faire son entrée dans les 10. C'est Hein. des grossis quand même. Ouais, bah oui, bien sûr. Ça serait pas le shit en fait. Ah bah, il est Ça serait Chris Webber. Bah tiens, il y est pas non plus dans mon 10. Non. Oh, aïe, si Web. Tu l'as mis toi?
Non. Ah oui, d'accord. Non, C-Web ne fait pas partie des 10, mais Non. dis donc, ça fait beaucoup de déceptions pour C-Web. Oui, Consécutive. mais bon, malheureusement... Tu sais que le club des ailiers forts avec 20 000 points, dont la Marcus Aldridge... Ouais. T'as pas la Marcus Aldridge Non. dans tes 10. Eh ben la Marcus Aldridge, purée de pommes de terre, comme on dit. Qu'est-ce qu'il en a mis des points chez les ailiers forts de la fin des années 2000 jusqu'à nos jours. Balle au poste à Marcus Aldridge, c'est bon, on va en défense, mec. Il y a 20 000 points, la totale. Hein. Vraiment, il faut... D'ailleurs, quelque part, la Marcus Aldridge a... J'ai envie de dire, il est arrivé un petit peu trop tard. C'est-à-dire qu'il a fait une très belle carrière, hein, mais il aurait été incroyable des années. Ça, c'est clair que lui, il aurait été drafté en 95. Ça aurait été bien pour lui, je pense. Il aurait bien kiffé. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Chris Bosh. Je le rentre pas dans mes 10. Super ailier fort. Super joueur. Super joueur, super ailier fort, technique. Le Chris Bosh tout athlétique de Toronto. Le Chris Bosh qui se sacrifie pour le collectif et qui tout d'un coup, comme ça, claque. Bien sûr, je vais me mettre à shooter à 3 points. Il est où le problème? Bim, sniper. Collectif super intelligent. coéquipier. Oh là là. Intelligent des deux côtés du terrain. Sacrifice. Bah, franchement, les Tres Amigos, ils ont 4 finales de bague. Chris Bosh n'y est pas du tout pour rien. Ah non, il aurait pu, ouais. S'il n'y avait pas eu cette histoire de carrière, etc., et s'il avait pu continuer à jouer, Chris Bosh avec des plus gros totaux de points et des bagouses, je pense qu'il aurait regardé les mecs et il aurait fait, excusez-moi. Il aurait fait, pardon. En fait, vous allez refaire votre top 100 all-time et vous allez me respecter, s'il vous plaît. Jerry Lucas. Ça rentre pas. Il n'y est pas, hein, comme les Dave DeBusschere et compagnie. Malheureusement, c'est un peu trop court. Pourtant, légende, notamment Kansas City, mais surtout les Knicks qu'on a connus après avec Jerry Lucas. Il y a de la gloutonnerie totale au rebond. Il y a de l'intelligence de jeu, du collectif. Ça fait partie des throwbacks, les ailiers forts, un peu besogneux. On est dans les années 60-70 et donc là, c'est plus tiens, mon coude, voici ton nez et on va essayer de s'assurer que le collectif tourne bien. Ce sont des ailiers forts de devoir à l'époque. Ouais, les ailiers forts, exactement, des soldats. Tout à fait. Soldats avec un peu de talent. Amaris Stoudemire, super ailier fort, incroyable, les années 2000 et tout, mais ça rentre pas. Ryan Anderson ne fait pas partie de cette catégorie. Aaron Gordon, qui fait pas partie. Non, Dolph Schayes, il est pas dans tes 10. Non. Dolph Schayes, légende, Syracuse, les années 60, parmi les plus grands joueurs de l'histoire, notamment parce que c'était du très très fort scoreur, dur au bal. Dolph Schayes a joué des matchs de play-off avec un bras sous attelle. Nous étions sur les ailiers forts vraiment besogneux. Parmi les premières équipes, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans le plus grand livre de basket de tous les temps, selon Trash Talk. Parmi les premières équipes, notamment à faire de la vulgarisation de basket, partout dans le monde. C'était les premières équipes, les Syracuse Nationals de Dolph Schayes, à prendre l'avion et à aller à Paris, à Berlin, à Tokyo et à dire voici le basketball. On peut remercier Dolph Schayes, qui a posé des bases pour les suivants, pour Jerry Lucas. Il a fait de la qui a posé des pédagogie, bases c'est pour- clair. Ouais, Non, je suis d'accord. c'est important. Ouais. Zach Randolph rentre pas. Ça rentre pas dans les 10. Nah, Ça se mentionne, mais ça rentre pas dans les 10. Un ailier fort qui a fait une belle carrière, Zach Randolph, hein, bien sûr. mine de rien. Ouais. Est-ce que... Non, moi, je... Non. Stop. Tu veux bah vas-y, tu sais quoi, vas-y, mais alors attention, tu vas voir. Hein. Draymond Green. Non, wow. Non. Je le cite. Oui, il cite. Ouais. Il se mentionne. Allez. Si on commence à dire Amaris Stoudemire, Jerry Lucas, machin et tout, on peut citer Draymond Green. Qui ne fait pas partie du top 10 des meilleurs ailiers for all time, mais incroyable dans sa génération, il va voilà, regarder ça parce de loin. que peut-être du scoring, des choses, et encore que bon, on a, j'imagine tous les deux quand même un client dans notre top 10 qui est pas non plus un gros scoreur. On en a au moins. On va voir. Ça va finir. Ça va ultra mal finir. Bah d'accord. Ok. D'accord. Bon, allons-y alors. On va se marrer, hein, tu vois. Allons-y. Tu vois, on va bien rigoler très fort. Ouais. Eh ben. Alors, ça y est, Alex, il est saoulé. Ça va être parfait. Je sens qu'on va bien rire. On commence en 10 Bah, oui, on commence en 10, à moins que tu veuilles commencer en 1. Non, ça va. On va commencer en 10. Top 10 des meilleurs ailiers forts de tous les temps. C'est parti. On vous attend évidemment dans les commentaires 1987 543 de 1. Ah, on est d'accord. On a même 10. Pogazol, on est On l'avait d'accord en tous les 10. deux en 9. Oui. En 2016, je l'ai dit tout à l'heure. Donc il a baissé d'une place. Ce qui laisse suggérer une éventuelle entrée. Tout à fait. Ou deux. Et donc il y a une, quelqu'un et donc d'autre qui avec une saute. sortie. Il y a quelqu'un d'autre qui saute. Peut-être. Pogazol, Ou pas. il est dans les 10 ailiers forts extraordinaires, arrivé au début des années 2000 du côté de Memphis, rookie de l'année, Pogazol NBA, Pogazol Espagne, Pogazol tout, exemplarité, attaque, défense, évolution du jeu. Oh là là, Pogazol il est dans les 10. Oui. Mais attends, Oui, surtout qu'en plus,
dans sa dimension à Pau Gasol, il y a le côté FIBA en plus de la NBA, parce qu'il a 2 bagues NBA en tant que lieutenant de Kobe. Oui. Il a une très belle carrière NBA. Je veux dire, moi j'ai les souvenirs de Pau Gasol encore aux Bulls, c'est bon, c'est sérieux. Il se met à shooter, il reste un bon rempart défensif. Il glisse petit à petit en pivot, mais c'est un ailier fort de formation. On est bien tous d'accord là-dessus. Ils sont quelques-uns dans le classement. En tout cas, moi, dans mon classement du jour, j'en ai au moins 2 autres qui sont des ailiers forts, mais qui ont glissé petit à petit au poste 5. Bien sûr. Et qu'on fait le taf genre propre. Salement. Oui, Tout à fait. oui. Mais Pau Gasol, je suis content qu'il soit dans tes 10, il est dans les miens aussi. Attention, ça pousse. Attention, il y a des garçons qui poussent. Ah donc, bah là, moi, Pau Gasol... donc Pau Gasol, j'espère qu'il profite de 2022, parce que bientôt... Ouais, j'étais là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec Pau Gasol? J'ai dit, non, il reste. Ouais. Donc il y en a peut-être là qui s'attendent à que je mette certains noms dans mon top 10. Calmez-vous tout de suite, pour l'instant, j'ai laissé Pau Gasol. Voilà. Moi aussi, j'ai laissé Pau Gasol. Et vous allez voir par la suite. Mais non, les plus jeunes, évidemment, qui connaissent pas Pau Gasol, allez vous renseigner. Il y a déjà avec l'Espagne, avec tout ce qu'on a déjà pu mentionner dans le top 10 des internationaux all-time, super lieutenant. Quelque part, Pau Gasol est vraiment arrivé à Memphis au début des années 2000. La franchise, c'était pas tip-top. Hein. En tout cas, c'était pas le management d'aujourd'hui, comme on dit. Et donc, du coup, un peu esselé, dans une ère où on l'a dit... tiens, y a qui demain? Putain, la semaine elle est relou là. J'ai Webb, Rachid, Duncan, Dirk et Garnett. On est là genre. Ouais, le mois de Pau Gasol. Ouais, et n'empêche qu'il s'en est bien sorti. Et il s'en est vachement bien sorti. Longévité ouais. à tous les niveaux, en NBA et exemplarité. en FIBA. Il y a exemplarité de malade, niveau technique, Good. intelligence de jeu, et puis il a gagné. Ouais. Un tout petit peu trop soft. Juste un peu trop soft, tout petit peu mais il a gagné Ben oui. en NBA et avec l'équipe d'Espagne. Donc mine de rien, il reste dans les 10. Pas beaucoup d'ailiers forts, et que tu disais qui ont switché sur le poste de pivot après. Pau Gasol en effet l'a fait, comme tu le soulignais bien. Pas beaucoup d'ailiers forts qui ont pu faire des matchs comme celui qu'on avait vécu face à l'équipe de France. Allez, on va passer en 9. Voilà, allez. Non, c'est vrai quand même. Putain. Ah non, Pau Gasol. Prime Pau Gasol avec l'Espagne. Et quelle linda. Ah putain, pas Tequiero, je peux te le dire. Faisait chier. Hein. J'ai envie d'ouvrir le débat. J'ai envie de débattre, Alex. J'aime trop ce top 10 all time. Bob Pettit, pour Bibi. Qu'est-ce que t'as mis? Ah, Anthony Davis. D'accord. Pourquoi pas? Est-ce que Anthony Davis est dans ton top 10 all time? Absolument pas. Alors, absolument pas. Il est même pas 27. Non, si, il était là, mais il est pas dedans. Mais il était là, il était dans ma tête, il était dans la discussion. Il était en discussion avec Pau Gasol et Bob Pettit. Et puis bon, il a pas passé le coche. Non, pas cette fois-ci. Mais il finira par le passer, je pense. Mais là, à l'instant T, en 2022, le Anthony Davis que je vois évoluer depuis 10 saisons à peu près en NBA. Ouais, je crois que c'est en 2012, je crois, on est d'accord. Ouais. Donc s'il est dans sa 10e saison, quoi, en gros. Ne rentre pas dans mes 10. Là, non. Là, il rentre pas. J'ai pas réussi à le passer devant Pau Gasol ou devant Bob Pettit. J'entends. Et il a discuté, hein, il a des arguments. Hein. J'ai voulu juste faire un petit troll, et c'est pas en disrespect Anthony Davis, j'ai juste voulu respecter les personnes qui ont pris cette grande décision pour les 75 ans de la NBA, qui ont fait rentrer Anthony Davis et pas Pau Gasol. Moi, j'étais... Quoi, dans le top 75? Dans le top 75. Mais c'est un putain de scandale. Je suis d'accord. Rien que pour ça, je rentre pas dans mon top 10. Et rien que pour ça, du coup, je le rentre dans mon top 10. Juste pour avoir les réactions des gens, parce que est-ce que Anthony Davis fait partie de votre top 10 des ailiers forts all-time? On a souvent, là, tendance à se foutre de sa gueule, parce que, quand même, il y a des blessures, il y a machin, qu'est-ce qu'il faut? Attention, Anthony Davis, quand même, le début de carrière qu'il nous fait, vous le comparez avec d'autres garçons, vous dites, ok, donc en fait, il a déjà autant, voire plus de sélections All-Star et All-NBA que Pau Gasol, notamment. En fait, j'ai comparé les dossiers et je me suis dit, putain, quand même. Il score, il est là très il contre, il prend du rebond. 3 fois meilleur contreur de la NBA, contreur des performances assez extraordinaires. Et il y a aussi du Team USA, gentiment. Enfin, le bagage complet d'Anthony Davis et le parcours au bout de 10 ans l'intègre pour moi là dans le top 10. Mais attention, par contre, et là je tiens tout de suite à le mettre en 9 et je suis limite content que tu l'aies pas mis. Faites gaffe, les nouveaux là, je vous vois venir là, les fans des Lakers, à pas le mettre trop dans votre top 10. Je sais pas si les fans des Lakers vont le mettre si haut là, sur les derniers mois. Alors sur les derniers mois non, mais je peux te dire que j'ai entendu des trucs en sortie de titre dans la bulle là, ça le comparait à un mec 21 noir et blanc là. Ouais. Non mais attends, tu sais quoi, je vais en profiter 2 secondes. Je pose cette tablette. On peut arrêter ce débat?
Merci. Voilà. Il y a du boulot pour Anthony Davis, mais arrêtons de foutre Anthony Davis et Tim Duncan dans la même discussion. Il y a un chemin là. Tim Duncan, je savais même pas tilté, moi. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça mais... Sur la vie d'Ouam, qu'en sortie de Bulle d'Orlando, il y a des gens, que je ne citerai pas, qui ont commencé à dire, franchement, tu lui ajoutes encore 1 ou 2 bagues et qui tu prends en meilleur ailier for all time, et j'ai fait, mais excusez-moi. Je te jure. Tu sais pourquoi ils se sont basés là-dessus ? En termes de pur intrinsèque. Ils ont dit, c'est un meilleur défenseur. Mais alors, dans ce cas-là, c'est Kevin Garnett, le numéro 1 de ce top 10. Et c'est torché. Et ce n'est pas mon numéro 1. Voilà. Minnesota France, séquencez-moi cette phrase, s'il vous plaît. C'est vrai ou pas bah... Si tu veux le fameux intrinsèque, là. Bah oui. Bah non, il n'y a pas que ça au basket. Je suis bien d'accord. Leadership, gagner. Anthony Davis, il gagnait pas avant de croiser LeBron James. Il fait des grands playoffs 2020. Ah, il fait des grands playoffs 2020. Glorified Chris Webber. Allez, mais c'est vrai, on peut pas lui enlever ça. Il fait des grands playoffs 2020. Mais oui, mais c'est tout. C'est vrai. C'est tout. Mais avant, il faisait des stats. C'est tout. Avant, c'était... Bon, tiens, on parle des Wolves. Karl Anthony Towns. Mettez-lui LeBron James. Glorified. Ça se trouve, tu vois. J'ai dit, pour charrier, j'ai dit Glorified Chris Webber. J'ai dit, voilà. parce que si Webb n'a pas eu la chance de croiser un LeBron dans sa carrière, mais qu'en fait, si Webb est sorti du top 10. Mais je le mets 9 parce que quand même, le résumé au bout de 10 ans est assez impressionnant. Lieutenant incroyable. Joueur incroyable, des deux côtés du terrain, capable de faire beaucoup de choses. Pour l'instant, il est derrière Pau Gasol pour moi, et il est derrière Bob Petit. On ne déloge pas Bob Petit comme ça. Hein. Bob Petit, il est 2 fois MVP de saison régulière. Ah bah oui. Boum. En 58, l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il casse l'hégémonie là, de l'équipe en vert. Là. L'équipe en vert, là, tu sais. Je crois qu'il y a un petit match pour finir une finale. Je veux bien voir Anthony Davis faire ce genre de match un jour. Il y a un garçon qui vient de le faire, là. Ouais, il y a un garçon qui vient de le faire. D'ailleurs, peut-être qu'on va parler de ce garçon. En 58, la fameuse année là où il casse tout. 50 points. Il finit les finales contre les Celtics, donc Bill Russell, machin et tout, avec 50 points. 50 points ou 60 points ? Non, 50 points. 50 points, j'ai hésité 2 secondes. Il aurait dû être MVP des finales. Manque de peau pour lui, ça n'existait pas, le trophée. Le trophée n'existait pas. Donc, commençons pas et tout. Il aurait, tu vois, Par contre, il a ouvert la porte du MVP tout court. Il a ouvert la porte du MVP, c'est le premier, il en a 2. On parle quand même si c'est une autre époque, avec une autre pace, et il faudrait, j'ai pas envie là, je détaille pas les stats avancées, on devrait très certainement détailler les stats avancées, n'empêche que les stats brutes d'un joueur comme Bob Petit, c'est du 26 points, 16 rebonds par match. Après c'est brut, on devrait réadapter ça avec la pace et tout, peut-être un jour je ferai l'effort de mettre ça, mais plutôt sur le papier, je trouve que c'est plus un truc d'article qu'un truc d'oral et de vidéo. Parce qu'il faut pouvoir mettre le temps de mettre les choses et tout. Et moi, ce qui fait que je monte pas plus Bob Petit, parce que sa carrière, elle est extraordinaire. C'est 11 saisons. Donc c'est une longévité pas si dingue, finalement. Tu vois, Anthony Davis, il est déjà dans sa 10e. Pau Gasol, il a... C'est une autre époque. Pau Gasol, il a 18 saisons, ou je sais pas combien de saisons il a. Pau Gasol, il a joué jusqu'à 40 ans de toute façon. Donc voilà. Et puis on a un paquet de mecs là qui ont une longévité quand même assez supérieure à Bob Petit. Donc voilà. Mais moi, il reste dans mon top 10, Bob Petit. Hein. Ah mais attends, Pau Gasol, bien 10, sûr. Bob Petit, ça reste en 9. Voilà. Et Anthony Davis, à la porte. Pour l'instant. Ça m'intrigue du coup. Devant la porte. Ça m'intrigue du coup comment t'as fait ton top 10. Devant la porte. J'ai très hâte. Non, j'ai été logique. Ah non, mais attends, toujours. Ça m'intrigue. J'ai été logique, tranquille. Ça m'intrigue. Logique. On va passer en place numéro 8. Exactement. Mais j'ai fait des modifications par rapport à mon top 10 de l'époque. Oui. De 2016. Alex a mis Dennis Rodman et j'ai mis Elvin Hayes. J'ai mis Dennis Rodman en 8, toi t'as mis Elvin Hayes, ouais. Ouais, Elvin Hayes, putain. Je crois, je me permets. Ouais, vas-y. T'as pas Elvin ? Si. D'accord. J'ai pas Dennis. Donc toi, t'as rentré Anthony Davis, mais tu mets plus Dennis Rodman. J'ai respecté mon top 100 en fait. Dans ton top 100, Anthony Davis, il est devant Dennis Rodman ? Non, parce qu'on n'a pas fait d'update, mais depuis, il y a eu 2-3 trucs qui ont eu lieu. Mais Dennis Rodman, il est un peu loin. Mais d'ailleurs, ce que je vois, c'est... Attends, mais Pau Gasol, il est devant Dennis Rodman ? Oui. C'est un non, truc... mais c'est juste ça, j'essaie de moi, comprendre. Moi, je regrette c'est un pas peu mon truc... classement de Dennis Rodman dans mon top 100. Et là, je suis d'accord. Remettons-lui hommage comme il faut, parce qu'on l'a mis dans les 65, 66. Ouais, 70 même. Et Pau Gasol, je dois l'avoir en 50, 55. Ouais. Pas dans le top 50. Donc si on avait à le refaire, ouais, tu switcherais un peu les places. Il est probable que Dennis Rodman, je trouve que je l'ai un peu sous-classé, parce qu'en fait, putain,
Du coup, j'ai respecté mon top 100 en fait. Tu vois ce que je veux dire en termes de logique. Juste, vu qu'on était dans ce classement-là, j'ai revu mon top 100 et je me suis dit, ok, fine, je peux pas. Parce que j'ai que des franchises en fait. J'ai que des franchise players. Mais ça n'enlève rien à la carrière de Dennis. Mais je crois que je le mets pas dans mes 10, non? Mais il est 11ème pareil, il toque à la porte comme il dit chez toi. Ouais, moi, c'est mon nom. C'est mon mec qui n'est pas franchise player de mon classement. C'est mon mec qui score pas. Ouais. Enfin, je sais pas. Combien de points? Bouge pas. Non, 7 points de moyenne en carrière. Dennis Rodman. Avec 7 points de moyenne en carrière, Dennis Rodman, il est top 75 all-time. Il a réussi à être all-star en scorant jamais. Tu vois. Il a 5 bagues. Alors, évidemment qu'il les a obtenus dans le cadre d'un collectif et qu'il n'était pas le franchise player. Mais il était une pièce essentielle des 5 bagues qu'il a. Mm-hmm. Et il en a 5. Il est un plus qu'un... Il est un... J'allais dire... C'est très particulier. Non, mais c'est pas le truc qu'il faut. Mais il a des choses tellement atypiques. Le joueur est complètement atypique. Déjà du fait donc qu'il score pas. Défenseur exceptionnel. Exceptionnel. Horrible à jouer, Dennis Rodman. Rebondeur, voilà. Ah, mec... Il fait 2 mètres, il a été 7 fois de suite meilleur rebondeur de la ligue à une époque là où on disait que justement il y avait plein de monde et tout, c'est le meilleur rebondeur, c'était tout le temps Rodman. Tout le temps. Même quand il commençait à être vraiment vieux là, la période Bulls, il était meilleur rebondeur de la ligue, tout le temps. Il a été tapé des moyennes de rebond où il faut retrouver des paces des années 70 parce que en fait l'autre il faisait ça dans les années 90 alors qu'il y avait genre 10 possessions de moins par match. Non mais que des Wes Unseld ou des gars comme ça qui sont des mecs qui ont fait les 18 rebonds par match quoi. C'est complètement dingue. Il a été 2 fois meilleur défenseur de la ligue au milieu d'Hakeem Olajuwon, David Robinson, Pat Ewing, Jordan, ce que tu veux et tout. Rodman 2 fois meilleur défenseur. Enfin non. Trop sous-estimé parce qu'il score pas. Bien sûr. C'est un monstre. Il fait gagner les équipes. C'est un monstre sacré et je suis bien content qu'on le mentionne là. Ça va être très intéressant là sur la suite du top 10. C'est savoir, déjà je suis impatient à l'idée, il faudra qu'on y réfléchisse de comment est-ce qu'on va faire cette foutue update du top 100 all-time parce que ça va être intéressant de voir comment est-ce que depuis ce qui s'est passé, Anthony Davis arrive à se classer par rapport à d'autres garçons. En fait, vu que je l'ai fait par décalage, je me suis dit, attends, mais donc du coup, je peux pas mettre malheureusement Dennis parce que Dennis est trop derrière des garçons qu'on a mis devant. Et donc, si Pau Gasol ferme la porte, Dennis, il essaie de toquer en fait à la porte. Et c'est pour ça qu'il est pas rentré dans mes 10. Mais n'importe quelle personne qui met dans les 10, pour la légende que c'est et pour juste le travail qu'il a effectué tout au long de sa carrière, j'entends. Il était combien dans le top 10 il y a 6 ans? Chez moi, il était 5e. D'accord. Et chez toi, il était quand même 8e. Hein. Oui, voilà. Toi, t'as sorti un mec 8e. Il a sorti. Toi, pour toi, Anthony Davis, il a accompli plus de choses que Dennis Rodman? Je sais pas si on peut forcément dire ça parce que je comprends, mais tu sais très bien que c'est une question de merde. Parce que, c'est une question de merde parce que tu sais comme moi que sur ce genre de classement, il y a des classements où on a déjà pu mettre du Curry devant d'autres garçons alors qu'il avait moins réussi chez les shooters. Il y a déjà des classements comme ça, Alex. Tu sais comme moi qu'on a des classements où on fait aussi des projections. Et donc c'est ce qu'on va faire aussi là quand on va se ramener un peu plus haut dans les places. On va se dire comment ça se passe avec tel ou tel garçon. Et si ça se trouve, tu vas me dire, ah bah attends, j'ai mis lui devant tel, et je vais te dire, genre, bah attends, tu penses qu'il a accompli plus que, il a accompli plus. Fine. Mais tu sais comme moi que quand on fait ces top 10, il y a aussi de la projection. Je suis d'accord. Et donc c'est pour ça que si on prend la carrière globale, terminée, binder done date de Dennis Rodman, oui, tu peux le mettre devant Anthony Davis, je n'ai pas de problème. Mais là, ce qui est en train d'être fait, ouais, je mets Anthony Davis dedans. On verra. Je le mets en 9. La suite de la carte d'Anthony Davis, on verra ce qu'il y a dedans. Ben, en tout cas, c'est linéaire avec mon top 10 et mon top 100 dans le sens où top 10, il était 8ème. Il y a 2 entrées là, il dégage un petit peu, parce qu'il y en a un à qui on a manqué de respect il y a 6 ans. Et par rapport au top 100, ça me fascine de savoir comment est-ce qu'on va le mettre à jour. Quoi. Parce que de respect à qui il y a 6 ans? Je sais pas, parce que là, franchement, si on a mis des trucs comme ça, on avait Elvin Hayes? Ah, Elvin Hayes, bien sûr qu'on l'avait. Avec Pau Gasol? Toi, tu l'as en combien, Elvin Hayes, là? Là, je l'ai en 8, là. D'accord, tu l'avais en 7. Très bien. Et moi, je l'avais en 6. Parfait. Impeccable. Elvin Hayes est en 8, on va reparler après peut-être de... Elvin Hayes, tu veux en parler maintenant? Moi, je l'ai en 7. Magnifique. Parlons de Elvin Hayes, parce que la première chose qui vient évidemment à l'esprit, c'est Elvin Hayes, 27 000 points et 16 rebonds. Pardon 16 000 rebonds, hein, pas oui. 16.
Tout à fait, 27 000 points et 16 000 rebonds. Ouais, sinon, vive la carrière de Brook Lopez. 27 000 points et 16 000 rebonds en carrière monstre physique qui a évidemment arpenté les parquets de NBA et de NCAA. Souvent, quand on fait les classements all-time, on essaie aussi de prendre tout le body of work. On a dit que Pau Gasol avait fait des dingueries avec l'Espagne. Alex a mis Elvin Hayes en 7, je l'ai mis en 8. On est sur The Biggie. C'est-à-dire double-double, quoi qu'il arrive, jeu physique, qui tenait tête à monsieur Karim Abdul-Jabbar, en fait, au tout début. Il tenait tête à tout le monde. Et qu'il soit passé par Washington, qu'il soit passé par Houston, c'était la production, quoi qu'il arrive. La seule chose qui manquait à Elvin Hayes, certes, il a eu un titre, mais c'était le titre en tant que patron. On a souvent débattu de ces finales NBA où ça aurait pu être le MVP. Ouais, il se fait un peu voler quand même. Parce que Par les Wes finales de Unseld. 78, Wes Unseld MVP des finales, honnêtement... C'est André Iguodala. Pas manqué de respect. Ça aurait été Elvin Hayes, ça aurait pas du tout été un scandale. Non, Pas du tout été un scandale. Elvin Hayes a été plusieurs fois meilleur rebondeur de la ligue dans les années 70 où il y avait des garçons qui gobaient du rebond. Il a été meilleur scoreur aussi alors qu'il y avait des garçons qui scoraient quand même fort. Il est meilleur scoreur son année de rookie, il est pas rookie de l'année non plus, c'est pareil ça. Il a été dans les All Defensive Team, il a été All-Star plein de fois, il a été All-NBA évidemment plein de fois, enfin il y a 12 saisons de suite en double-double. Devant lui, il a 16 279 rebonds en carrière, il est 6e all-time en rebond. Devant lui, il n'y a pas d'ailier fort. Non. C'est-à-dire qu'on est en train de classer les ailiers forts. Elvin Hayes est, de tous les temps, l'ailier fort qui a pris le plus de rebonds. C'était un monstre Devant total. des garçons qu'on va citer, qui sont quand même des garçons sérieux au rebond. Des rebondeurs très sympas. 2m06, hein. 2m06, donc c'est pas non plus Athlète de fou. mais athlète de fou, et puis une régularité. On va parler aussi d'un facteur et d'autres garçons comme ça qui ont été très très réguliers dans leur présence sur les parquets. Tu ne pouvais pas en fait empêcher Elvin Hayes de jouer. Donc on l'oublie tout le temps, Elvin Hayes, mais on l'a pas oublié dans le NBA 75, là, des 75 ans de la NBA, il a fait partie du groupe. Je crois que dans notre top 100 all-time, il rentre dans le top 50. Elvin Hayes ? Ouais, je crois, ouais. Je crois, il est dans le top Faudra 50. vérifier. Tu veux que je vérifie ? Je peux là, j'ai l'ordi là, t'en bouge pas. Je crois qu'il est dans le top 50. Il est dans le range 45-50 de genre laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Mais Elvin Hayes est absolument énorme, et en effet, imaginez aujourd'hui un rookie qui débarque, meilleur score de la NBA, qui est par la suite meilleur rebondeur de la NBA, qui a été champion en tant que soit patron, soit lieutenant. Tout dépend de la manière dont on voit Wes Unseld et les Bullets dès la fin des années 70. C'est une légende totale. Elvin Hayes, qui d'ailleurs, comme on l'a souvent dit, a contribué chez les Rockets à leur permettre une belle transition, puisque le tanking total des Rockets au début des années 80 a permis aux Rockets de sélectionner Monsieur Ralph Sampson et Hakeem Olajuwon, et c'est là notamment qu'on a découvert le tanking, avec ensuite la création de la loterie. C'est clair. David Stern, il est arrivé, il a fait c'est quoi ce bordel ? Pourquoi Houston Vous n'arrête êtes pas de des ouf, tanker ou en quoi donnant 50 minutes de temps de jeu à Elvin Hayes, 70 ans? C'est clair. Une belle époque. C'est clair. Je crois qu'on est dans les places 45 à 50, je dirais, pour Elvin Hayes, un truc comme ça, sur du top 100. Ça arrive, mais ça Ouais, mouline t'inquiète, un peu. t'inquiète. Non, mais je peux continuer à dire en tout cas que voilà, il représente une grande légende. Premier choix de draft. Hein. C'est toutes les cases, elles sont cochées avec Elvin Hayes. Moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui le mettent pas dans les 10 parce que peut-être qu'il est trop sous-estimé. Pas aux dans yeux de les 10 certains. du tout. Non, mais attends, je dis ça pour celles et ceux qui ont tendance à souvent l'oublier. Ouais. Tu vois, il y en a plein qui vont dire genre, vas-y, je pense à plein de joueurs, mais pas Elvin Hayes parce que c'est un petit peu un nom. Alors, Comment Elvin ça fait Hayes, 45. 39e chez moi. D'ailleurs. Et chez toi, Elvin Hayes, bouge pas, est-ce que j'ai ton top 10 ? Oui, j'ai ton top 10. 45 chez toi. C'est ça, Tu vois ? tout à fait. Quand même, hein ? Bien sûr. Il fait partie du top 10 all-time. Bah ouais. On enchaîne ? On enchaîne. Place numéro 7. On va mettre un numéro. Ah, moi j'ai mis mon 7, Ah oui. c'est Elvin Hayes. Toi, Bah, faut que tu faisons- mettes ton 7. Oui, bah faisons rapide. Tu en as déjà très très bien parlé. C'est Monsieur Bob Pettit, hein, la fierté des Saint-Louis Hawks, hein. Et oui, il y a une bannière à Atlanta, lol. Merci à Bob Pettit qu'on a trop tendance pareil à zapper, mais C'est légende du clair. jeu total. Voilà, on peut passer en 6. Honnêtement, j'ai pas besoin d'en dire plus de choses. T'as déjà tout zappé. Juste, ça m'a fait bien plaisir, tu vois, qu'on voit un petit grec mettre 50 points dans un match de finale NBA pour terminer, et que merci, ça a aussi remis un petit peu de shine sur Bob Pettit, parce que les gens ont fait Yanis a mis 50 points, c'est jamais arrivé, et là il y avait des visuels genre c'est le premier à faire ça depuis Bob Pettit. Ouais. Donc c'était cool de remettre un petit peu de shine et de respect on his name. Donc là, on est en 6. Putain, ça va vite, hein.
We agree. Kevin Garnett. Nous sommes d'accord. Je lui avais un peu manqué de respect à l'époque, moi, du top 10. Je l'avais mis 8. Je crois. Hein. Oh non, je l'avais mis 7. Oui, d'accord, c'est bon. J'ai eu peur. Je l'avais mis 7, toi tu l'avais mis 5, toi. Toi tu le baisses d'une case, toi. Oui. Moi, Bah, il y a un garçon qui rentre. Et moi je le monte d'une case. Et moi, c'est parce Mais que qu'est-ce qui s'est passé ? moi j'avais Elvin Hayes en 6 devant Garnett. Et là, tu as retrouvé la raison. Voilà, c'est ça. J'avais un petit peu craqué. T'avais craqué sur les old school, mais j'aime bien quand tu fais ça. Et j'avais Rodman aussi, hein, devant Garnett. Donc du coup, j'ai remis mon craquage dans le bon sens. Oui, bah, j'étais jeune, j'étais fou. Là maintenant, j'ai gagné en maturité. Yes, Lord. Voilà. Et donc, je mets Kevin Garnett à la porte du top 5 en 6. Ça correspond mieux à là où je l'ai placé d'ailleurs, et toi aussi, où on l'a placé tous les deux dans le top 100. Il fait pas partie des 5 meilleurs éléphants de l'histoire. Comment ? Il fait pas partie des 5 meilleurs éléphants de l'histoire. Il aurait pu, mais malheureusement, voilà. Ça pousse. Ça pousse fort. Ça pousse chez les ailiers qui deviennent éléphants. Hein. Kevin Garnett. Bon bah voilà. La palette du joueur est ultra complète. On est sur un 14 000 et quelques rebonds. On est dans le top 10 des rebonds. On est dans le top 20 ou presque au scoring avec 26 000 points. Là, je crois qu'il est 22, 23 ou 21 peut-être. Enfin, il est à peine top 20. Ouais, je crois numéro 1 all-time des rebonds défensifs de l'histoire. Numéro 1 all-time des rebonds défensifs. Il n'y a pas de deuxième possession. On est sur une carrière longue, hein, une genre 20 saisons. Il est en tout. Du coup, les statistiques en carrière n'ont pas une valeur si intéressante que ça parce qu'on est sur du 18 points, 10 rebonds, mais ça baisse au scoring à partir de 2008 quand il va chez les Celtics. En 2004, il y a cette saison absolument all-time de Kevin Garnett où il est MVP avec les Wolves. Il lead son équipe dans toutes les catégories, c'est complètement n'importe quoi et tout. En 2008, il y a cette saison en mode briscard, non plus franchise player vraiment, mais patron défensif. D'ailleurs, il est défenseur de l'année cette année-là, avec les Celtics qui vont donc être champions. Il chope sa bague à ce moment-là. Il est 15 fois All-Star. Il est dans la All Defensive Team très souvent. Il est 3 ou 4 fois meilleur rebondeur de la ligue. Enfin, attention, c'est un gros monstre. Ça a commencé très rapidement poste 3, et ça a fini poste 5. Mais moi, on est d'ailleurs tous les deux d'accord là-dessus. C'est un ailier fort, Kevin Garnett. C'est un ailier fort et putain, je suis content que tu mentionnes tout à l'heure, là, quand on s'est un peu emporté sur Anthony Davis. C'est peut-être, à titre perso, comme j'en ai déjà parlé dans le top 100, un de mes plus grands regrets en carrière que Kevin Garnett soit tombé sur le management des Minnesota fucking Timberwolves à la fin des années 90 et début des années 2000, parce qu'il a absolument pas été entouré, que quand on lui a mis quelques joueurs comme Sam Cassell, qui avait envie de partir, quand on lui a mis Sam Cassell et Latrell Sprewell, qui sont pas dans le top 100 all-time, quand même, je pense qu'on est d'accord, c'est aller jusqu'en finale de conf, KG, j'ai tendance à trop voir de manque de respect pour Kevin Garnett, alors que intrinsèquement, il peut regarder certains gars-là et dire dans le rétro, attaque, défense, coéquipier, intensité. Oui, il a des erreurs dans son jeu. Oui, parfois, ça pouvait te choquer, ou parfois, il a eu du trash talking qui allait plus loin. Mais ou du trash talking non assumé, un peu ça m'énerve. Totalement. Mais putain, si on prend les jauges maximales de tous les aspects du jeu et qu'on dit qui a mis les jauges les plus hauts, il est dans la discussion. Ah ouais. Il est dans la discussion intrinsèque. Bien sûr. Et je me battrais pendant les attributs physiques, années jusqu'à ce qu'ils soient grand, long, respectés. athlétique, rapide. Il a beaucoup de qualités aussi comme ça, physiques, innées, hein, après qu'il a amélioré évidemment avec le travail. Mais je veux dire, il arrive du lycée, l'autre c'est un freak. Hein. Un freak. Bon après, en termes de freak, tous les pépères qu'il y a au-dessus là dans le top 5, il y a des clients un peu... Il y a des hybrides. Il y a des clients un peu bizarres. Hein, il y a des voitures électriques. C'est des nouveaux il y a concepts. de la science-fiction. Hein. C'est des nouveaux concepts. Mais KG était un des gros projets de science-fiction des années 90 quand il débarque en sortie de lycée. Un des premiers à avoir relancé la mode. Hein. KG, on oublie, on parle souvent de les gueulantes et les bastons. Qu'est-ce qui lui aurait manqué à KG pour aller plus haut ? Déjà d'avoir des coéquipiers de qualité. Donc un de MVP faire... des finales. Donc d'avoir un pour titre symboliser un côté titre en patron. Bien sûr, c'est d'avoir un titre en patron, bien sûr. C'est de, mais ça manque de fou. Quoi. Oui, mais après il a défenseur de l'année et ils sont pas nombreux à l'avoir au-dessus de lui. Il a le scoring, il a le rebond, il a les passes décisives parce que là on est en train de voir des. Tu sais, c'est marrant. Je discutais la dernière fois avec c'est qui chez les éléphants ou les intérieurs les joueurs qui ont fait les meilleures saisons à la Jokic, genre plus de 20 points, plus de 10 rebonds, plus de 5 passes. C'est qu'il y a Kevin Garnett dedans. Ouais. Genre en fait,
Prime KG, comme tu l'as dit en 2004, c'était chaud. Qu'est-ce qui lui aurait manqué ? Putain, de pas jouer chez les Wolves. Je suis désolé les fans de Minnesota, je vais défendre KG pendant longtemps, mais ça m'a trop saoulé. Ça m'a trop saoulé. KG méritait beaucoup plus de respect. Putain. Ça m'énerve parce que qu'est-ce qu'il est bon, putain. Et il va se faire dépasser par des mecs. Hein. Parce qu'on va être là, bah oui, mais il joue avec Wally Serbiak. Tiens, on en reparle. Ouais, mais tu vois, par exemple, tu parlais d'Anthony Davis tout à l'heure qui était pas bien. Tu faisais allusion au fait qu'Anthony Davis n'était pas bien entouré avant d'aller aux Lakers, en gros. Ouais. Un petit peu. Ouais. Et il faisait rien, par contre, lui, pas entouré. Il faisait premier tour de playoff. Ouais, il y a un max en demi parce qu'il a raflé la gueule de Damian Lillard en demi avec Jrue Holiday. Tout à fait. Mais c'est tout. Ouais. Mais bon, limite, KG, je veux bien savoir s'il allait jouer avec Jrue Holiday. Hein. Ça me casse la leçon. KG avec Jrue Holiday, ça se trouve, ça joue la bague. Voilà. Meilleur coéquipier en carrière. Purée. Enfin, avant d'aller à Boston. Hein. M'énerve. Bon, petit numéro 5 ou quoi ? Ouais. Qu'est-ce que j'ai mis en 5 ? Ah oui. Oui. Il est là, il tient, il reste dans le top 5. Il joue des coudes ? Il pousse. On est d'accord. Oh là là, est-ce qu'on va avoir 5, 4, 3, 2, 1 pareil ? En tout cas, on a le 6 en KG, Alex et moi, et on a... Regarde le coquin. Le coquin qui veut troller la planète. Je pense qu'à San Antonio, il y a des gens qui vont me détester. Allez, à d'autres. Charles Barkley en numéro 5, nous sommes d'accord. Faut qu'on soit à faire le con, on va arrêter cette chaîne. Charles Barkley, il reste dans le top 5. Ouais. Attends. L'autre, il est à peine plus grand que moi. Il est à peine plus grand que moi, Barkley. Il est à peine plus grand que moi. C'est véridique. Putain, c'est un taré, Barkley. C'est un taré. Alors... Lui, clairement, pour aller plus haut, il aurait fallu qu'il gagne le titre. Évidemment. Déjà, la base. Mais il a été MVP d'une saison régulière, d'une saison régulière lourde, des Suns de 93, ça va en finale NBA. Bon, ça gagne pas le titre. Les circonstances qu'on connaît, les Bulls, Jordan surtout, les Bulls, c'était injouable. Il n'empêche que la carrière de Charles Barkley, on est sur le plus petit meilleur rebondeur d'une saison régulière. En 86-7 ou 7-8, je ne sais plus, il est à 14,5 rebonds par match. Au calme, il fait 1m93, en 95. Charles Barkley. Ouais, enfin, selon la CGT. Il fait pas 2 mètres. Hein. Il fait au maximum, c'est un 6'6". Mais ouais. Il est entre, 1,93 et Dwayne Wade et Michael Jordan. Franchement. Il est entre PJ Tucker et Rodney Hood. Non, mais franchement, c'est chaud. 15 saisons d'affilée en double-double. C'est inégalé dans l'histoire de la Ligue. Voilà, Garnett l'a pas fait. D'autres garçons qu'on va citer derrière lui, qui ont pourtant enchaîné les saisons avec une petite régularité un peu sympathique, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Moses Malone l'a pas fait. Enfin, tu vois, genre, Shaq l'a pas fait. Tu vois, alors voilà. Et puis avec sa taille et tout. Barkley l'a fait. Il est sur une moyenne de rebonds de presque 12 par match en carrière. Genre, même quand il finissait. Genre, même le Barkley tout vieux avec mal au dos, il prenait 10 rebonds par match, l'autre. Putain. Et tout à fait, il y a tous ces accomplissements statistiques, passeur incroyable, qui a mené quand même les Suns en finale NBA, dans une finale absolument mythique 93 face aux Bulls. Quelque part, des gens vont dire, mais attends, il a pas de titre alors que KG a un titre. On n'est pas sur les mêmes types de franchise players. Chuck a vraiment mis une franchise sur son dos et a dit, let's il est allé en finale. Go, il est allé en finale, tout à fait. Et tout l'héritage qu'il y a derrière Charles Barkley, c'est-à-dire qu'on a la Dream Team, où c'est quand même le meilleur score de la Dream Team 92, quand même. Et petit point pour celles et ceux qui n'avaient pas vu récemment, parce que j'étais bien content qu'on fasse cette update. Kevin Durant avait tenu un space sur Twitter où ça discutait notamment des joueurs qui ont eu le plus d'influence. Et lorsque ça parle des ailiers forts, faut comprendre qu'avant Barkley, les ailiers forts, comme on l'a dit en intro, tu prends le rebond, tu donnes la balle à ton meneur et tu vas faire un peu le morveux, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais. Barkley débarque en NBA et prend des rebonds, fonce en dribble, behind the back, coast to coast, j'arrache l'arceau. Quand on écoute Chris Webber, quand on écoute Shaq, ils le disent au début des années 90, tout ce que tu as envie de faire, c'est play like Barkley. C'est la libération des ailiers forts qui décident de faire coast to coast. Il n'y a pas de LeBron sans Charles Barkley. Non. Il n'y a pas de Shaq et de Chris Webber. Il n'y a pas de Carmen non plus. Tous les ailiers forts ont été libérés parce que Chuck a dit mais moi je prends un rebond, mais get the fuck out of the way, bro. Moi je vais faire un coast to coast et le prochain qui prend un passage en force, il décède. Ouais. Ah ça, oui, par contre là c'est sûr. Mais donc l'impact sur le jeu, ça va au-delà des statistiques, c'est que le mec a changé, mais tout à fait. Et de Barkley Rule, de haut panier, 5 secondes, c'est la Barkley Rule. Hein. Explique pour les gens qui n'en parlent. C'est-à-dire que Barkley, lui, il pouvait tellement facilement, avec son taille-poids, son rapport taille-poids, centre de gravité, il se retourne, il recule. Même les énormes pivots très gros et beaucoup plus grands et lourds que lui n'arrivaient pas à l'empêcher de reculer.
Et comme il avait un bon handle et que derrière, il faut voir la souplesse du gars. Et puis en plus, c'est un freak, hein, Barclay. Hein, parce qu'il n'était pas grand, mais ses bras, mais l'autre, il pouvait faire ses lacets sans se pencher quasiment. Hein. C'est un truc de malade, ses bras, Barclay. Tu grattes pas tous les rebonds comme ça. De toute façon, il avait une puissance. Il avait un truc vraiment bizarre dans sa puissance du haut du corps et tout. Et qui a fait que, du coup, la NBA a mis en place une règle où tu peux pas rester plus de 5 secondes dos au panier en poussant comme ça, en dribblant avec la balle. Parce que retrouvez-vous dans une allée un petit peu sombre avec le camion poubelle qui est en train de faire sa manœuvre en arrière, tu fais je recule en fait. Je recule jusqu'au prochain carrefour. Et puis il y a les gros shoots. Il y a son année de MVP qui est vraiment une année culminante dans sa carrière, hein, quand même. Hein, les Spurs, ils s'en souviennent. Sean Kemp, il est devenu alcoolique. Enfin, tu vois, genre, c'est compliqué. Charles Barkley, 93, c'est un truc de fou furieux. C'est un malade. Et ces années Sixers avant, classement MVP, podium. Des trucs très sales. Il est souvent dans le classement MVP. Ouais. Mais un petit peu pareil dans la même lignée, c'est marrant que les Garnett ou Anthony Davis ou compagnie qui n'étaient pas très bien entourés. Et donc tu t'arrêtes au premier tour parce que tu tapes les Knicks de Pat Ewing mieux entourés. De toute façon, Barkley, c'est pour ça qu'il est là, hein. C'est pour ça qu'il est entre guillemets que 5. Hein. Parce que là, ce qui va commencer à faire la différence avec les mecs d'au-dessus, à part un, qui est un cas un peu spécifique encore, c'est quand même les victoires collectives et le côté genre, oui, je suis un leader et en plus, j'emmène au bout. Parce qu'à un moment, pour être très haut dans tous ces top 10, il faut aller jusqu'au bout, je suis d'accord. Les légendes absolues, Charles Barkley, évidemment, du sport. Enfin, je veux dire. Et voilà, c'est un des meilleurs trash talkers de tous les temps. C'est une légende absolue du basket. Il reculait pas. Hein. Rien que pour ça, il est Popote Garnett, Popote bien sûr. Rien que pour ça. Voilà. Donc, non, je suis d'accord. Je vais juste un dernier truc à préciser sur Chuck. Je sais plus. Non, je pense que c'est bon. On rentre dans les problèmes. Là. On rentre dans les problèmes, là ? Ouais, je pense. Alex a mis Dirk Nowitzki en 4 et j'ai mis Yanis. Alors, je sens que tu vas nous lâcher une Dirk Nowitzki, à l'époque, moi en 2016, n'importe quoi, pas en 96, en 2016, je l'avais déjà en 4. Mais c'est parce que j'avais Barclay devant. Et depuis, j'ai revu mes jugements. Toi, à l'époque, Dirk, tu l'avais en 3. Donc on va voir où est-ce que tu vas le mettre. Hein. Est-ce qu'il y a du changement ? Là, tu nous rentres Yanis en 4. Qu'est-ce que tu veux que je parle de Dirk ? Tu veux nous parler de Yanis ? Tu veux... Comment ça se passe ? Comment on fait ? On va parler de Dirk Nowitzki parce qu'il est en 3. Il est pas mauvais quand même. Ah, tu l'as en 3, toi, tu l'as laissé en 3. Toi, t'as gardé le même podium en fait, peut-être qu'en 2016 du coup. On va voir. À moins que tu le sais. Malone. Si tu vas changer de terrain, il va y avoir une Malone depuis 2016. Il a envoyé 10 salles. C'est que ça carbure hein, au tribunal. Dirk Nowitzki, 31 500 points en carrière. 31 500 points en carrière. Non, stop. C'est pour ça que sur ce débat, c'est pas que pour ça, mais c'est en partie pour ça que j'ai quand même revu mon jugement par rapport à Barclay et que j'ai toujours pas revu et que je ne reverrai pas, je pense, mon jugement par rapport à Garnett. Je mets Dirk devant Garnett. Je sais que c'est un vrai débat, on en a déjà discuté ensemble. C'est un débat, c'est juste l'intrinsèque face au... Ouais, voilà, c'est comment tu les classes, quoi. Évidemment que Garnett défend mieux, évidemment que Garnett est un meilleur athlète. Mais j'ai l'impression que la carrière de Dirk est meilleure. J'ai l'impression que 2011 a tout changé. 2011 a tout changé. 2011 a tout changé. Les 30 000 points aussi. Putain, 30 000 points, c'est quand même un club. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire par là, le vrai virage dans ce débat a lieu en 2011. Bien sûr. Quand Dirk emmène une franchise sur le toit du monde face à LeBron, Wade et Chris Bosh, les Heatles, il arrive et il fait des playoffs comme rarement on en a vu dans l'histoire. Avec une magnifique équipe autour de lui, mais pas ce qu'on appelle une super team. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mecs qui sont All-Star cette année-là avec lui. Non, une des équipes les plus attachantes tout à fait de l'histoire. Mais bien sûr. C'est pas rien. Et le run des playoffs de 2011... Ça montre tout le leadership et toute la finesse et la classe ultime de Dirk Nowitzki sur un terrain de basket. Ouais. D'ailleurs, dédicace aux copains, notamment ceux qui n'avaient pas été voir, je crois qu'il y avait eu une excellente interview de Ian Mainmi chez First Team où il expliquait notamment le passage, lui, à Dallas. Et où en fait il disait j'ai jamais vu ça quoi en fait. Dirk 2011, il y a un espèce de apex que
que j'adore Barclay 93, j'adore d'autres garçons, mais Barclay 93, ça va pas au bout. tout à fait, mais même j'adore KG 2004. J'aime beaucoup certains garçons qui sont là, mais Dirk 2011, c'est un truc. En fait, la phrase va avec. On fait Dirk 2011. Ouais, puis il y a le 50, 40, 90 quelques années avant. MVP de régulière aussi, mine de rien, Bien pour un sûr. mec pas si athlétique que ça. Non. Et qui défendait, on va pas se mentir, genre de manière quand même moyenne. Hein. Non, c'est vrai. Ah bah oui, non, mais attends, c'est pas. Moyen. Il est pas dans la stratosphère de. Et c'est moyen, c'est un rebondeur. Par rapport à sa taille et à son poste, c'est pas non plus un rebondeur boulimique non plus, tu vois ce que je veux dire ? Genre, toutes ces choses-là pourraient donner envie de glisser un Dirk derrière un Barclay ou derrière un Garnett. Mais le truc, c'est que derrière, il y a le côté leadership, scoreur, révolution de poste. Et alors ça, c'est révolution de jeu. De jeu et de poste. Les grands qui se mettent à shooter. Non, mais Il y en KD avait quelques-uns avant Dirk. Ouais, mais KD depuis n'existe Dirk, pas. laisse tomber, quoi. KD n'existe pas sans Dirk. Peut-être que si, mais pas pareil. Non. Ah, il jouerait pas pareil. Ouais, voilà, il jouerait pas Il pareil. aurait Mais peut-être pas fait des one leg comme ça en 10 jours. tout à fait. Donc il y a l'impact, la révolution technique et il y a la révolution dans le jeu. C'est-à-dire, en fait, ouais, tu peux construire autour d'un sniper, puisque aujourd'hui tout le monde le fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème maintenant à avoir un bet de joueur qui est juste inarrêtable au scoring. Et c'est ce qui était Dirk. Le one leg, le logo sur le parquet des Mavs, la statue, tout, même là, son retrait de maillot, tout le monde se dit genre, vas-y, c'est bon. Enfin, si vous mettez Dirk en 2, j'ai pas de problème. Franchement. Juste, si on se base sur un mec qui a 30 000 points, qui a mené sa franchise, une franchise qui avait nada, zéro, Walou, hein. L'histoire des Mavs avant Dirk Nowitzki, c'est un bar tabac, il n'y a rien du tout. Le bar tabac ont des bonnes histoires. Non mais tout à fait, mais je veux dire, il n'y a rien au plafond, tu vois. Je veux dire, j'ai capté. il y a des photos de Francesco Totti, mais c'est tout, tu vois. Il n'y a rien. Il y a un vieux maillot de 3 qui est en train de traîner, mais non. Lui, ce qu'il fait là avec les Mavs, tu peux me dire, le mec est trop légendaire, et MVP des finales, a fait toutes ses dingueries, a une carrière complète, est le meilleur européen de l'histoire. Whatever. Et du coup, pour moi, c'est encore le cas. Ok, j'ai eu peur. Bah je sais, c'est pour ça que je calme tout de suite les ardeurs, parce que là il y a des gens qui cassent leur télé, il y a des iPads qui ont été balancés contre les murs. Donc on a inversé, et c'est intéressant comme débat. Alex a mis Yanis en 3, Dirk en 4. J'ai mis Yanis en 4, Dirk en 3. Juste, je le fais en rapide. J'ai pas pu mettre Yanis là actuellement devant Dirk, parce que c'est vrai que si on le prend là actuellement comme ça, bah putain, il y a le titre absolument mythique, il y a du défenseur de l'année, 2 fois MVP, fine. J'attends la suite de la carrière, ce n'est qu'une question de temps. Alors en fait, je savais que t'allais me dire ça, mais en fait, du coup, Si la carrière elle s'arrête aujourd'hui, il est pas devant Dirk. elle s'arrête pas aujourd'hui, en fait, il est en train de continuer à avancer. Donc c'est pour ça que Elle s'arrête pas en fait. c'est pour ça que AD est devant Et- Dennis Rodman. Hein C'est pour ça que AD est devant Dennis Rodman, c'est parce que la carrière elle continue en fait. Je suis pas sûr que Dennis Rodman aura un moins bon palmarès que Eddie en fin de carrière. Bien Alors sûr. que par contre, je suis sûr que Yanis va avoir un meilleur palmarès que Dirk, puisque c'est déjà le cas. Bien sûr. C'est déjà le cas. Ce que je dis, c'est que par C'est rapport, ça qui est on en fou. parlait tout à l'heure, c'est par rapport aux déjà le cas, carrières en fait. qui sont en cours. Oui, alors ça, je suis d'accord. Carrières qui sont en Mais c'est cours, pour on y ça va. que Yanis va pas encore titiller Tim Duncan. Mais s'il continue, il va le titiller, c'est sûr. C'est évident, il va le chercher, il est parti, il est sur la pente. Et Karl Malone, mon gars, il sue. Ah, Karl Malone, c'est une Il question. sue de ouf, Karl Malone. Pour Malone, c'est qu'une question de temps. Parce que Karl Malone, il a 2 MVP. Bah, Yanis aussi. Karl Malone, jamais été défenseur de l'année, parce que Karl Malone, t'es un bon défenseur, mais pas du tout un défenseur élite comme l'est Yanis. En fait, Yanis en défense, tiens, déjà sans parler de l'attaque, en défense, dans ce top 10 des ailiers forts, Yanis est tout en haut, avec par exemple Garnett et par exemple Tim Duncan. Après, il y a Rodman, potentiellement en défense pure, tu vois, mais encore que moi je le mettrais un peu derrière, parce que... De quoi on parle là ? On parle d'un mec où quand on va updater le top 100, on va le mettre où ? Bah, c'est toute la question, c'est qu'en Et fait. on va le mettre devant Anthony Davis. Hein. Mais je suis bien d'accord, c'est pour ça que je le mets aussi. Ce que je te dis juste, c'est Vache. que par rapport à Yanis, je me suis projeté notamment par rapport au top 100, où on avait mis Dirk est dans le top 20. Ouais. Et on se posait la question de savoir où est-ce qu'on allait caser Yanis directement, en comparant notamment les palmarès, parce que ce qu'est en train de faire Yanis, c'est absolument hors norme. Il est sur la pente. Yanis est en train de faire un truc que je ne pensais pas encore visible de mon vivant, mais il y est, c'est de dire, ok, fine, Tim Duncan est... On va en parler. On va en parler. On va en parler. Ouais, Mais on va il y a en une parler. pente, Mais il y a une pas pente, du tout avec le et mot je qui commence à en parler. suis le seul là Ouais.
à être sur la pente et à dire ok, J'y suis vraiment. il faut cocher telle ou telle par case, contre, oui. on y va en courant. Et c'est le cas de le dire avec Yanis. Mais ce qui est en train de proposer Yanis est extraordinaire, et là, c'est évidemment le passage en play-off qui a fait toute la différence, comme on vient de le mentionner avec Dirk. Bah oui, c'est normal. De toute façon, ça passe par les playoffs. Mais il fallait à un que- moment donné, si t'es un joueur que de régulière, Tout à fait. tu te fais fumer. Hein. Mais donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que si on se projetait là, par exemple, Alex, par rapport au dernier playoff, si Yanis avait été défenseur de l'année et 2 fois MVP, donc un petit peu de KG, un petit peu de Malone, sans la bague, il aurait été classé où? Bah certainement derrière Dirk. Certainement, Ah oui, peut-être c'est- même derrière Barclay aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ça le fait jumper. Mais ça le fait. Mais oui. Mais là, non seulement. Mais attends qu'on soit d'accord, moi je suis Mais- d'accord, c'est juste que je l'ai mis pour le En moment, fait- je l'ai mis juste, je l'ai mis Tu l'as juste mis en derrière. 4, hein, ça va. Je l'ai mis en 4, voilà, c'est ça, on je a suis une place de d'accord. différence. Je le mets juste derrière Dirk parce que en fait, je sais que ce n'est Ouais, qu'une il est question de devant, temps. Ça y est, il est devant. Ce n'est qu'une question de temps en fait. J'adore Dirk, hein, c'est pas le sujet. Je l'adore. Mais il est Ce n'est qu'une question de temps parce que je pense que ça fait que quoi. En fait, moi ce qui m'éclate, et c'est la partie la plus intéressante et la plus amusante avec Yanis, c'est que il est même pas dans son prime. Mais voilà. Mais donc du coup, j'ai Il est- besoin non, mais- donc du coup, j'ai besoin d'attendre la suite, c'est normal. Et il est déjà 4 et je pense que quand on fera la prochaine update, rien que là, si juste il se levait, respirait, petit déj, dîner pendant 10 ans, il va passer devant Dirk et Malone. Mais là, si la carrière s'arrêtait maintenant, comme on a déjà utilisé ce thème dans d'autres top 10, je continue à me dire 30 000 points. Ouais, bah c'est 30 c'est tout ce qu'il a à 000 dire points. devant. Bah, bien pour sûr, l'instant, mais devant, 30 000, oui, Yanis. enfin 30 000 points et 20 saisons NBA. Je veux dire, la longévité, on l'a dit, c'est quand même un argument de malade Ouais, mental. ouais, tout à fait. Mais... Donc j'espère que ça va se passer comme ça pour Yanis, qui a un jeu particulier aussi. Est-ce que ça va tenir comme ça tout le temps? Je le souhaite, je touche du bois, il Non, est incroyable. Peut-être ça sera plus court, il jouera peut-être pas 20 saisons. Après, il en a déjà 8. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est la draft 2013. 2013. 8 ou 9. Tout à fait. Sur les 6 dernières, je compte l'actuel. Nous sommes en 2022, il est All-Star. Giannis Antetokounmpo, je crois que c'est assez indéniable. Il est donc 6 fois All-Star sur les 6 dernières. 27 points, 11 rebonds, 6 passes, 1,5 contre, 1,5 interception. Nous avons devant nous un des joueurs les plus dominants de l'histoire. Mhm. On l'a devant nous. En cours. En cours. Mais il est depuis plusieurs saisons. Ouais. Et on verra. Effectivement, tu as raison. Si malheureusement pour lui, je touche du bois, mais s'il se fait le genou, qu'il revient plus jamais, qu'il n'arrive plus ou à sauter ou à courir ou quoi, évidemment, on va être devant quelque chose de très triste. Mais si tu fais des projections un tout petit peu raisonnables, ce que je me suis amusé à faire rapidement, Mais il est 2. Il est 2. ouais, et il peut même être 1. Il peut. T'as dit raisonnable. possible. T'as dit raisonnable. Non mais il peut, regarde, Giannis Antetokounmpo, sans lui rajouter encore, genre tu vois il a 7 ou 8 saisons, t'es pas obligé de lui en rajouter 12 pour faire 20. Je pense que c'est un physique qui va avoir du mal à faire vraiment 20 saisons. Par contre, vu la discipline et le mental du gars, je serais pas surpris qu'il tape les 15-16 15-16, saisons. bien sûr, bien sûr, bien Voilà. sûr. Et ben moi je me suis basé là-dessus, et avec des moyennes raisonnables en rebond et en points, j'arrive à des totaux de taré. Et tant mieux. De taré. Et tant mieux pour ces Toto, mais on va reparler après Donc, il de aura des Toto. Toto. Et on va reparler après de Titi et Toto en 1, parce qu'il y a Bien sûr. il y a un bout de truc. Moi, je pense que, dans la continuité de ce que tu disais, il est sur des bases où, en fait, déjà, là, il va être en 2 assez rapidement, parce qu'il a juste à vivre, en fait, Yanis, pour être le 2e meilleur éléphant de tous les temps. Il a juste à continuer. Oui, à enchaîner quand même un paquet de saisons avec des gros trucs. Bien sûr, Tu mais vois, il a un stretch là, Yanis, que aucun autre peut avoir, hormis le garçon qu'on va avoir en 1. C'est-à-dire que là, Yanis, il a un stretch de 3-4 ans où en fait il a fait des trucs comme. Je sais même pas si on aura d'autres éléphants qui vont faire ce Il qu'il est faut. peut-être pas fini ce stretch. Et il est peut-être pas fini. Pour le coup, on verra. Et ça, on sait, la NBA nous réserve toujours des surprises. Si ça se trouve, ça se passe et puis c'est mal. et patati, et collectif, et patata. puis les partenaires, le coaching. Mais tu vois, par exemple, Yanis, il a la possibilité, avec les Bucks actuels ou dans d'autres équipes, si jamais un jour il bouge ou quoi, d'être de nouveau le leader d'une bague. C'est possible. Mais bien sûr. Tu parlais tout à l'heure, tu parlais de Garnett et tout, tu disais ouais, Garnett fait partie des rares mecs qui a posé des saisons en, je crois que c'était 20-10-5 ton. Mhm. Mais 20-10-5, Yanis, il le fait en 18 minutes. Mais c'est pour ça qu'il est devant. 18 minutes, il lui faut. Ah, mais bien sûr. Il tourne en 27-11-6 C'est pour ça qu'il est depuis devant. 6 ans. Tout à C'est fait. la moyenne sur 6 ans, ça. Et après, ce sont aussi des choix et des préférences. C'est-à-dire que aussi, Yanis, on va voir comment est-ce que ça évolue. Tu mentionnais par rapport à la durée sur sa carrière, c'est Ça, que il y a aussi C'est pour ça que je le mets qu'en 3. Tout à fait. Il y a aussi un aspect qui n'est pas contre Yanis, mais qui fait que
lorsqu'il se retrouve à table avec d'autres garçons, parfois j'ai tendance à le reculer un tout petit peu, c'est que il s'est bien développé techniquement, mais que pour le moment, la carte de Yanis, elle se base sur une énorme détermination et sur un vainqueur de la loterie génétique dont il a profité pleinement et sur lequel il a maximisé son potentiel. Fine. Je trouve ça un peu réducteur, mais je vois ce que tu veux dire. Attention à ne pas dire ce que je n'ai pas. Attention à ne pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il était pas bon techniquement. Je dis que si tu le mets à côté, si tu le mets à côté d'un Dirk ou d'un Malone ou d'un Duncan, il n'est pas dans la même catégorie. Même d'un Garnett. Hein. Et même d'un Garnett, il est pas, et même d'un Barclay. Par contre, il les bouffe tous en handle et en passe. Et donc c'est pas Barclay. Mais sinon, il les bouffe tous en handle et en passe. Tout à fait. Donc si tu veux. Je parle pas de physique, je parle juste de handle et de passe. C'est pour ça que j'ai hâte de voir entre 28 et. Ça va être extraordinaire de voir le 28, 32, 33 ans de Yanis. Parce que comment est-ce qu'il va faire lorsque le corps, potentiellement, parce que l'autre il vient de Pluton, donc ça se trouve il va continuer à être comme ça jusqu'à 37, à la LeBron. Si ça se trouve il va nous faire une carrière à la LeBron où en fait à 37 ans on sera encore dans le prime athlétique. 26-10. Tout à fait. Et athlétiquement on va être là genre quand est-ce que ça s'arrête? Parce qu'en fait il continue à être comme ça. Donc je le mets là en 4 par rapport à 3, je pense que c'est qu'une question de temps. Et après, par contre, par rapport à Tim. Et défensivement, il est quand même meilleur que Malone, Dirk et Barclay. Défensivement, il est quand même plus fort, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. J'entends. Il n'y a aucun domaine défensif dans lequel, bon, Dirk évidemment, mais même Malone et Barclay sont devant, quoi. Même pas le rebond, en fait. Bien sûr, j'entends. C'est ça qui est fou. Je pense qu'on parle de Yanis parce que là, en ce moment, il est au top of the pop et que donc, on ne sait pas encore, genre, Duncan et KG et les autres ont été bons défensivement jusqu'au bout de leur carrière. Duncan et KG, et je t'ai bien cité Malone, Barclay et Dirk. Non, vas-y, ça c'est bon. Ça, c'est... Mais... Bien sûr que Duncan et KG ont encore... S'il arrive à défendre comme ça à 37 ans... Bah, ça dépendra, en fait, là, on est sur du cerveau. Mais Yanis a l'air pas mal équipé à ce niveau-là, en termes de compréhension défensive du jeu. Ouais, bien sûr, mais un peu plus en l'état dépendant d'un prime athlétique qui est légendaire. Ça, c'est sûr. Et athlétiquement, il bouffe tout le monde. Il bouffe tout le monde dans ce top 10. Bah, on va faire une update des meilleurs athlètes de tous les temps. On va être là, il bouffe tout le monde. Tous. Athlétiquement, c'est même pas discutable. Tous. Mais... on le voit aussi là petit à petit, où là il y a des soucis par exemple de Brook Lopez et tout, donc on le voit pas mal au poste de pivot parce que tu peux pas tout le temps mettre Bobby Portis et tout. On le voit défendre les pieds dans le béton, intelligent, les bras levés et tout. Il fait 2m11 hein. Il fait 2m11, il a des bras, bon bah voilà, les trucs c'est interminable. Hâte de voir la suite. Exactement. Donc c'est pour ça que je suis resté calme au niveau de mes ardeurs et je l'ai mis 3e. Et moi il est déjà devant Dirk. Très bien. Non, il est devant Dirk. Très bien. Il est devant Dirk. Et devant Dirk, il va finir statistiquement avec des trucs un peu inférieurs à Dirk au scoring, très supérieurs au rebond. Il défend tellement mieux et il a déjà un meilleur palmarès. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Il a déjà un meilleur palmarès. Un des meilleurs joueurs internationaux? Non, je sais plus. Non, ça par contre, ça pourrait être intéressant. Après, les joueurs internationaux, il y a aussi, tu vois, Giannis n'a rien fait avec la Grèce. Et ça serait un truc de ouf. Là, par exemple, Pau Gasol, dont on a parlé beaucoup plus bas dans les ailiers forts, dès que tu rentres dans international, tu fais attends, parce que par contre, on prend tout le reste. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien surveiller par la suite, c'est si Yanis arrive par la suite, après ce qu'il a fait NBA, à nous faire un truc avec la Grèce. Attention. Et là, je veux bien que ça rajoute une case que Duncan n'a pas forcément avec son pays. Plus dur à avoir parce qu'il a joué avec les États-Unis. Oui, mais bien sûr, et même avec les États-Unis, il a le bronze. Hein. Il est pas là en 2000 ? Ah non. Non, il est pas là en 2000, t'as raison. Non, il y a le bronze à Athènes terminé avec Iverson et Marbury. Genre, si Yanis il fait une dinguerie avec la Grèce. Un jour, on verra, c'est pas gagné ça. C'est pas gagné. Mais s'il y arrive, là on va faire genre, voici une case qu'en fait Timothy Duncan n'a pas en fait coché. Potentiellement. Et il y a une autre. On peut pas. Il y a autre chose aussi chez Yanis, qu'on le veuille ou non. Mine de rien, ce titre de 2021 est quand même assez fort. Il est incroyable. Le match à 50 points qui finit le game. J'aime bien le titre de 2011 de dire qu'il est extraordinaire. Émotionnellement, moi je le trouve intouchable. Attention à la fin de la phrase. Émotionnellement, je le trouve intouchable, le Dirk 2011. Parce que voilà, il y a trop de choses. Il y a Brandon Roy. C'est pas les Suns. Il y a Brandon. Non, le fait que ça soit les Suns, moi je trouve que ça rajoute au titre de Yanis. Il était mené 2-0. Il était mené 2-0 sur une jambe. Il s'était fait le genou. On l'a tous vu, son genou plié dans le mauvais sens. À la fin des finales de conf, il a plié dans le mauvais sens son genou. Non mais c'est playoff. Le mec, il a pris DeAndre Ayton, il a pris je sais pas quoi. Il y a une action défensive en finale NBA qui est all time. Et même c'est un top 10 ça, hein, les actions défensives, je sais pas quoi. Bien sûr. Puis Yanis peut être dedans. Et après, il y a le finish, 50 points à la maison, avec toute la pression. Wow, c'est des finales de ouf. Le run de playoff là que vient de nous offrir Yanis en 2021 fait qu'il grimpe énormément au classement et que donc on est un petit peu dans le flou
de l'aspect global. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir Dirk aussi avec des cheveux gris et de la poussière, et on oublie que si on avait fait le classement au moment où Dirk éclate LeBron, Wade et Bosh, on était là genre mais putain, c'est un truc de malade mental. J'ai hâte de voir la suite sur Giannis. Toi tu l'as mis en 3, je l'ai mis en 4. Ça veut donc dire que nous avons en 2 normalement Tim Duncan. Doucement, non. Et alors tiens, juste pour boucler la boucle, qu'est-ce qui fait, et on va pouvoir discuter ensemble, qu'est-ce qui fait que Karl Malone est devant Giannis Pour l'instant, par rapport à un Dirk? ah bah longévité, Karl Malone n'a rien envie à dire, qu'on est d'accord? Bien sûr. Ah, d'accord. Karl Malone, mine de rien, il a pas la bague, sinon il pourrait être en train de causer avec Tim Duncan dans la. Tu vois. Non. Ah si, avec les stats. Je te jure que non. Ah quand même. Avec une bague? Ah peut-être pas qu'une, ouais. Non, je te jure que non. Ça va 2 fois en finale, tu te fais fumer par les Bulls, bon. Voilà. Ça Barclay arrive. aussi d'ailleurs. Je l'avais déjà devant Dirk. Tu l'avais déjà devant Dirk. Moi j'ai intercalé Giannis entre Dirk et Karl Malone. J'ai pas délogé Karl Malone, c'est que j'y ai pensé très fort. Hein. J'y ai pensé très très fort. Et après j'ai re-regardé les totaux et la régularité de Karl Malone. J'ai fait non, allez, on attend encore un peu. C'est beaucoup plus régulier et beaucoup plus fort que Dirk en termes de production. Alors ouais, il n'y a pas le titre. Par contre, il y a 2 fois MVP, mine de rien. Il y a quelques All Defensive Teams quand même. Donc il y a 2 côtés du terrain supérieur à Dirk pour moi, Karl Malone. Ouais, putain, Clairement. c'est le podium des meilleurs marqueurs de tous les temps, c'est quand même... c'est un truc... Pour l'instant, il est encore 2e. Oui, tout à fait, j'ai dit c'est podium. Ouais, mais t'as bien fait de dire podium parce que l'autre... Parce que... Qu'est-ce qu'il a comme gens derrière lui, Karl Malone? En ce moment, il doit être saoulé là. Il doit être là. Genre, t'as chier. Et l'huissier, l'avocat. Ouais, Tout ce que l'huissier, tu veux. l'avocat, Non, la mais- NRA, LeBron, Giannis. Le FBI. Ça fait du monde. Ouais. Non mais Malone, je suis d'accord, il reste encore Il devant reste. parce que entre la longévité, ce qu'il a réussi à faire avec Utah, le côté iconique, toute cette durabilité et ce qu'il représente dans l'histoire des ailiers forts, techniquement, hein, putain, Exactement, techniquement, j'allais y ouais. venir. Techniquement, c'est Euh. énorme, Karl Malone. C'est monstrueux. Il y a un vrai jumper, il y a des vrais spin moves, il y a des finitions, attention. Il y a beaucoup de rebonds, ce qui n'est pas le cas de Dirk. Cher Dirk, à un moment donné, il est extraordinaire. On a une émotion incroyable. C'est un scoreur fou. C'est un shooter incroyable. Il est un peu plus unidimensionnel que tous les gars là autour de lui. Il n'y a pas à chier, en fait. C'est incontestable. Ça. Malone est devant. Hein. Ouais, il est devant. Il était Giannis devant aussi. dans le top 100. On l'avait gardé, donc on le conserve et on va voir comment ça s'intercale, justement, avec l'autre ouais. copain grec. Mais Malone, je suis d'accord, on a tendance parfois à l'oublier parce qu'on se dit oui, machin, pick and roll. C'est quand même dans les plus grosses armes de l'histoire de la NBA. Une des actions qu'on reproduit le plus, c'est le pick and roll. Personne n'a fait aussi bien que Stockton et Malone. Bah non. Sorry. Aujourd'hui, Stockton, t'es un passeur de ouf, mais tu vas dans tous les avec gymnases. Hakim Warwick, je pense qu'il y aura moins de passes d'ess. Hein. Tout à fait. Si tu vas aller voir notamment tous les gymnases américains et toutes les salles et que tu fais le drill, vraiment l'entraînement de rebond, courir sur les côtés, personne n'a couru comme Karl Malone et on a appris aux ailiers forts à courir comme Karl Malone sur les contre-attaques. L'entretien Côté du corps, droit, côté c'est gauche. un modèle. Entretien des corps, C'est tout à vrai, fait. parce que là, on parle pas d'un 1m85, 80 kg. Non, bien sûr. Il a développé son jeu technique, donc il s'est ramené tous les ans avec une petite nouveauté, le shoot à mi-distance, les feintes, c'est la totale. Et pour le coup, oui, il peut avoir ses défauts, mais Malone, faut pas trop manquer de respect non plus, parce que ce qu'il a montré en longévité, c'est... Il a 5000 points de plus que Dirk. 5000 points de plus que Dirk. C'est beaucoup, hein, 5000 points. Ouais. Je Alors, pense quand t'es en fin de carrière, 5000 points, ça se trouve, il te faut 4 saisons pour les faire, tu vois. C'est énorme, en fait. On parlait tout à l'heure de Barclay et du fait qu'il n'y avait pas de LeBron sans Barclay. Je pense pas qu'il y a de LeBron sans Malone. Et puis, compliqué, c'est clair. Ça se ressemble fort. Après, LeBron, il y a Magic. C'est Magic et Malone, un peu, LeBron. Bah, tu sais que c'est Ouais. exactement ça. C'est en fait, on dit c'est Magic et Malone, donc un peu de respect sur Malone. Bien sûr, bien sûr. Non, parce qu'en plus, Karl Malone, lui aussi, on a tendance à se souvenir un peu trop peut-être de la toute dernière saison et tout, mais en fait, jusqu'à cette toute dernière saison, c'est un putain de scoreur. Alors que Dirk, il a traîné, il a rampé jusqu'aux 30 000, 31 000, Dirk. C'est pas, voilà, c'est la vérité, il a rampé jusque-là. C'est vrai. Ah, mais Malone, Il passe les 30 000, je me rappelle, tu sais, il fait une entame de match, il rentre tous ses tirs. Ah. C'était une exception dans sa saison, hein. Tout à fait. Et pour aller dans ton sens, c'est vrai que quand on a vu là récemment les histoires autour de LeBron qui évolue à un niveau extraordinaire à son âge, on a fait attends, c'est qui le dernier MVP qui était le plus vieux? Putain, merde, c'est Karl Malone. Tiens. Merde, 99. à 37 piges, il est MVP, on est là, genre merde. Merde. Il avait pas 28 ans en fait. Non, il joue encore fort. All Karl Malone, c'est Ouais, non. waouh. Non, faut respecter ça. C'est deuxième.
Voilà. Je regarde juste C'est deuxième en je- attendant. Je regarde juste pour Malone. Ouais, c'est ça. 38 ans, Malone. Il joue 80 matchs à 38 minutes de moyenne. Il est à 22 points et 9 rebonds et 4 passes de moyenne c'est avec un 2 taré. interceptions. Putain, C'est un malade. Ouais, il a 34 piges en MVP, Malone. Putain, c'est chaud. Bon, par contre, le numéro 1 all-time, vas-y, c'est bon. Ah, bon courage à Yanis. Hein. Je te le dis direct. Hein. Et je lui souhaite vraiment bon courage. Parce que c'est un sacré beau challenge. Mais tu vas pas aller chercher Timothy Duncan. Tim Duncan est le meilleur effort de l'histoire de ce putain de sport. Et je peux vous dire que Yanis... Jusqu'à nouvel ordre. Ouais, vas-y. Non, il est incontestable. Il est incontestable. Star. La carrière est trop énorme. C'est-à-dire que Ma capuche. les Spurs, en termes de régularité, de titres et de leadership, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, seuls les autres sont loin. Seul Giannis peut éventuellement, peut-être, dans des hypothèses assez incroyables, aller titiller l'affaire. Non mais tu vois, on sait pas en fait, parce que Peut-être. il y a le côté genre, et si sa carrière s'arrête là, et il y a le côté aussi, et si les Bucks gagnent encore 3 bagues, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire quoi. Hâte de le voir. Non mais voilà, c'est ça. Non mais je veux dire, c'est ça, on est dans ce genre de dire là. Il y a le côté genre, qu'on le veuille ou non, les Spurs ont été une dynastie, oui, et c'était fondé, basé sur Tim Duncan. C'est vrai. C'est le Tim père. Duncan, c'est les Spurs. C'est le père des efforts. Et je sais qu'il y en a qui vont tout à fait, qui vont vouloir dire oui, Tim Duncan, il a joué pivot quand même, etc. Arrêtons. vrai, oui. Et oui, il a Oh, joué, c'est mais vrai. arrêtons. Mais c'est C'est un bon pivot Tout à d'ailleurs. fait. Mais c'est un ailier fort. Bien C'est sûr que l'ailier c'est un fort ailier des fort. Twin Towers. Il arrive, saison sophomore. Saison sophomore. Saison sophomore, t'es déjà champion. Et t'es MVP des finales. Et t'es MVP des finales. T'es pas dans une équipe championne, Non. c'est ton équipe qui est T'es championne. déjà C'est ça, sophomore, le t'es truc. déjà champion. Parce que c'est pas pareil sinon. Bien sûr, t'es déjà MVP des finales, tu vas continuer comme ça, tous les classements. Et allez, le meilleur Big 3 le Big 3 avec le plus de victoires en saison régulière et qui ont le plus en playoff. Et là, tu vois, c'est marrant sur le Le chemin. coach le plus victorieux Tout à fait. de tous les temps. Bon. Bientôt, ça sera Popovic et il en a gagné un paquet avec Tim. Hein. Avec Tim Duncan, c'est marrant, sur le chemin, je me disais, c'est cool, on va faire ce top 10 all time. On a vu le finishing game de Giannis qui est incroyable à 50 points. C'est moi où Duncan il a remporté un titre avec 21 points, 20 rebonds, 10 passes et 8 contres. Dans les finishing games les plus incroyables de l'histoire. Genre, autant tu l'as dit, Sean Kemp il a commencé à boire après avoir croisé Charles Barkley, autant Kylian Martin, j'en reviens toujours pas qu'il soit pas alcoolique. Après avoir croisé, il l'est peut-être, mais j'en reviens pas que après la finale de 2003. Vas-y, les Spurs, c'était rien avant. L'autre, il en a fait une dynastie. Tout le monde connaît les Spurs aujourd'hui. C'est un modèle. Il y a une marge quand même encore. Mais c'est extraordinaire de pouvoir se dire que Giannis est déjà sur le chemin, quoi. Putain. Il y a la base. En fait, le mec, il a retourné le game là. Il y avait le MVP, on se foutait de sa gueule, les échecs en playoff, et là, il a retourné le game parce qu'il a montré une fois, alors on verra s'il peut le refaire, mais il a montré une fois que, genre, ouais, je peux faire the campagne de playoff avec the finale, et les blessures, bah, vous savez quoi, je vais jouer avec, et voilà, quoi. Et quand faut clôturer le bordel, bah, je vais le clôturer. Voilà pourquoi Giannis est sur le chemin. Complètement. Maintenant, le chemin, il est tortueux, il est long, et il y a une belle pente. Hein. Là, il y a Une grosse pente. Hein. Est-ce qu'on est d'accord? Je te pose la question. Duncan a une espèce de régularité extraordinaire, mais souvent on lui enlève cet aspect pic, alors que Giannis, on va voir la suite, mais Giannis a un pic Le pic est plus haut qui est déjà plus haut que tous les mecs de ce tous les mecs de ce classement. Quasiment, à part peut-être Malone. Faut regarder dans les détails. Mais je pense que c'est plus haut Giannis que ça défend. Ça défend trop bien, c'est toujours. Giannis. Donc disons que Duncan a été très très bon pendant très très longtemps, donc de la saison rookie jusqu'en 2015, et en fait Giannis on est en train de voir un pic, on se dit, gros s'il regarde comme ça Duncan, il regarde comme ça pendant combien de temps en C'est fait? ça. Il va regarder C'est pendant ça. 2 ans, 3 ans, 7 ans, 8 ans. Là, ça fait déjà 5 ans, à peu près, en stats. Ça fait 5 ans qu'il est en 27-11. Hein. Il est en 27-11. Cite-moi des saisons de Duncan en 27-11. Bah bien sûr, Bah, il y en a pas des masses. dont 2 qui sont MVP, une qui va à la bague. Défenseur de l'année. Enfin, tu vois. Bien sûr. Après, Duncan n'est pas défenseur de l'année, mais c'est un scandale. C'est un scandale total. Mais il n'a pas le trophée. Tout à fait, il n'y a pas mais de c'est trophée. un scandale. C'est un scandale quand même. Voilà, c'est un bon Mais- petit scandale. C'est vrai, en fait. Tout à fait. Quand il Et- pense. Comment? Quand il pense, t'es là, tu mets. What the fuck. Ouais, J'aime bon. bien Ben Wallace, magnifique, incroyable défenseur. Hein. Non mais lui et Mais Pippen, dans cette zone-là, il y en avait un pour Tim Duncan. Oh. dans un monde parfait, Pippen et Duncan en auraient un et basta. Ouais. Ça sera réglé. Que des saisons à 50 victoires minimum.
T'as Duncan, t'as 50 victoires, t'as 50% de réussite à l'extérieur, tu vas en play-off. Il a déjà loupé les play-offs, Duncan? Never. Je pense pas, hein. Le mec n'a jamais loupé les play-offs. Je pense pas. En 20 ans. Sa première saison? Bah non. Ah non. Pas. Première saison, ça va. Ah non, ça joue contre les Suns. Ah, c'est ça. Non, il loupe pas les playoffs, il s'arrête en 2016. Face au Thunder. Incroyable. Thunder de Steven Adams et Enes Kanter. Putain. Quel héritage de Duncan. Allez, foncez aller voir la TVNL de Duncan si vous l'avez pas vu encore, c'est une masterclass totale et ouais, franchement, il y a du chemin. Il y a du chemin à 5, il y a 5 titres, il y a Hall of Fame First Ballot, il y a mais Giannis est déjà là. Héritage, ouais. Il est là. Il est easy top 5. On peut discuter sur le podium, mais franchement, j'aimerais bien que Giannis développe un peu, c'est pour ça que je revenais aux techniques, qu'il développe un peu un truc à lui. Comme Dirk, Duncan et Malone aussi ont pu avoir dans ce truc un peu, parce qu'il y a un côté très Shaq. Le Eurostep depuis la ligne de 3 points. Par exemple. Mais tu vois, techniquement. C'est-à-dire que, et je dis pas que c'est pas technique de faire un Eurostep, mais techniquement balle en main, il y a un côté freak, évidemment, dans le classement des ailiers forts, mais où est-ce qu'il se case dans la trentaine par rapport à ces garçons qui ont eu shoot avec la planche, shoot en avant de fadeaway ou one leg. On voit quelques prémices là, on voit qu'il commence à faire des choix incroyables en attaque, des petits fades, des up and under, du jeu au poste. Il pose des bons écrans maintenant, il roule, c'est incroyable. Et puis il a toujours cette concentration défensive. Non, Giannis, c'est vraiment, la pente est raide, mais en fait il est là. Vraiment penser au Shaq. Ah alors, ouais, bah c'est le Shaq des ailiers forts. Ouais, on va voir, et justement dans la... Avec de la vraie défense. Tout à fait. Il défend mieux. Et on va voir dans la courbe de carrière, parce que tu sais, Shaq après, il était dominant, mais après on était genre... Ouais. T'aurais pu quand même un peu plus développer ceci ou cela, ou le prime athlétique maintenant qu'il est passé. Après, il y a quand même une grosse différence comme ça d'extérieur entre Giannis et le Shaq, c'est que j'ai quand même l'impression que Giannis, lui... Il focus. Dis donc quand même, hein. Genre, c'est pas demain la veille qu'on va se voir un Giannis se ramener un peu hors de forme en début de saison. Non? Alors que c'est avec le Shaq. Il en a énervé plus d'un. Mais tu vois... Ouais, il a pris la mentalité de Mamba, il a pris le Garnett. Exactement. Ouais. Il a pas envie d'aller jouer avec des costars et tout, tu vois. Il a rangé à Milwaukee et tout. Ça sent quand même... ça sent la dinguerie. Hein. Bah, c'est une carrière all-time, il est déjà là. D'être podium à son poste, c'est comme on a fait comme avec l'update de LeBron quand il avait 27-28 piges. D'être déjà podium de son poste, sachant qu'il y a une concurrence de zinzin. Parce qu'il faut passer devant Chuck et Garnett et Dirk. C'est clair. Question de temps, et puis on garde Duncan en 1. Oui, on garde Duncan en 1. Pour l'instant, on garde Malone en 2. Et voilà. Moi, j'ai mis Giannis sur le podium. Ça me va. Dites-nous si vous mettez Dirk ou Giannis devant, si c'est trop tôt, trop tard, ou s'il faut déjà le faire. On va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau avec donc le top 10 all-time des ailiers forts en 2022. Le numéro 1, ça bouge up. Où est-ce que vous mettez Giannis Antetokounmpo? Est-ce que vous avez Anthony Davis dans votre top 10 ou pas? Où se situe Dennis Rodman, Pau Gasol et compagnie et tout le tralala? On vous attend évidemment dans les commentaires. Vous connaissez les classiques, je vais vous faire plein de bisous. Vous souhaitez une excellente semaine et vous retrouvez lundi prochain. Alex, le mot de la fin? Le mot de la fin, vive la Grèce. Vive la Grèce. Et bonne semaine à toutes et à tous et bisous. Allez, ciao.